Papa, ces deux enfants qui dorment dans les ordures me ressemblent, dit Pierre, désignant les petits qui dormaient serrés l'un contre l'autre sur un vieux matelas sur le trottoir. Édouard Fournier s'arrêta et suivit du regard le doigt de son fils de 5 ans. Deux enfants, apparemment du même âge, dormaient recroquevillés parmi des sacs poubelles, vêtus de vêtements sales et déchirés, leurs pieds nus et blessés. Avant de commencer cette histoire émouvante, commentez ci-dessous de quelle ville vous nous regardez et laissez votre pouce bleu pour continuer à nous accompagner. L'homme d'affaires sentit un nœud se former dans sa poitrine en voyant la scène, mais tenta de tirer la main de Pierre pour continuer à marcher jusqu'à la voiture. Il venait de le récupérer à l'école privée où il étudiait, et comme chaque vendredi après-midi, il rentrait chez eux en traversant le centre de la ville. C'était un itinéraire qu'Édouard évitait habituellement, préférant toujours passer par les quartiers les plus aisés. Cependant, le trafic intense et un accident sur l'avenue principale les avaient obligés à traverser cette zone plus pauvre et dégradée. Les rues étroites étaient remplies de sans-abri, de vendeurs ambulants et d'enfants jouant au milieu des ordures accumulées sur les trottoirs. L'enfant se dégagea toutefois avec une force surprenante et courut vers les petits, ignorant complètement les protestations de son père. Édouard le suivit, inquiet non seulement de la réaction qu'il pourrait avoir en voyant tant de misère de si près, mais aussi des dangers que représentait cette région. Il y avait des rapports constants de vols, de trafic de drogue et de violence. Leurs vêtements coûteux et la montre en or au poignet en faisaient des cibles faciles. Pierre s'agenouilla près du matelas immonde et observa les visages des deux enfants qui dormaient profondément, épuisés par la vie dans la rue. L'un avait des cheveux châtains clairs, ondulés et brillants malgré la poussière, exactement comme les siens, et l'autre était brun, avec une peau légèrement plus foncée. Mais tous deux avaient des traits faciaux très similaires aux siens. Les mêmes sourcils arqués et expressifs, le même visage ovale et délicat, et même la même fossette au menton que Pierre avait hérité de sa défunte mère. Édouard s'approcha lentement, avec une inquiétude croissante qui se transforma rapidement en quelque chose proche de la panique. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans cette ressemblance, quelque chose qui allait bien au-delà d'une simple coïncidence. C'était comme s'il voyait 3 versions de la même créature, à différents moments de sa vie. « Pierre, partons immédiatement. Nous ne pouvons pas rester ici, » dit Édouard, essayant de relever son fils avec fermeté, sans pour autant quitter des yeux les enfants endormis, incapable de détourner le regard de cette vision impossible. « Ils sont pareils que moi, papa. »« Regarde leurs yeux, » insista Pierre lorsqu'un des petits bougea lentement et ouvrit les yeux avec difficulté. Encore somnolent, il révéla 2 yeux verts identiques à ceux de Pierre, non seulement par la couleur, mais aussi par la forme en amande, l'intensité du regard et cet éclat naturel qu'Édouard connaissait si bien. L'enfant prit peur en voyant des étrangers proches et réveilla rapidement son frère par de légères mais urgentes tapes sur l'épaule. Les deux se levèrent en sursaut, serrés l'un contre l'autre, tremblant visiblement, non seulement de froid, mais d'une pure peur instinctive. Édouard remarqua qu'ils avaient tous deux exactement les mêmes boucles que Pierre, juste avec des nuances différentes, et la même posture corporelle, la même façon de bouger, et même la même manière de respirer lorsqu'ils étaient nerveux. « Ne nous faites pas de mal, s'il vous plaît, » dit celui aux cheveux châtains, se plaçant instinctivement devant son jeune frère, dans un geste protecteur qu'Édouard reconnut immédiatement, avec un frisson. C'était exactement la même manière dont Pierre protégeait les camarades plus petits à l'école lorsqu'un tyran tentait de les intimider. Le même mouvement défensif, la même posture courageuse malgré la peur visible. L'homme d'affaires sentit ses jambes trembler violemment et dut s'appuyer contre un mur de briques pour ne pas tomber. La ressemblance entre les 3 enfants était impressionnante, terrifiante, impossible à attribuer au hasard. Chaque geste, chaque expression, chaque mouvement corporel était identique. L'enfant brun ouvrit complètement les yeux et Édouard faillit s'évanouir sur place. C'étaient les mêmes yeux verts pénétrants que Pierre, mais il y avait quelque chose d'encore plus troublant. L'expression de curiosité mêlée de prudence, la manière particulière de froncer les sourcils lorsqu'il était confus ou effrayé, et même la façon dont il se recroquevillait légèrement en sentant la peur. Tout était exactement pareil à ce qu'il voyait chez son fils, quotidiennement. Les 3 avaient la même taille, le même physique mince, et, ensemble, ils semblaient des reflets parfaits dans un miroir fragmenté. Édouard se retint plus fortement contre le mur, sentant le monde tourner autour de lui. « Comment vous appelez-vous » demanda Pierre avec l'innocence de ses 5 ans, s'asseyant sur le sol sale du trottoir, sans se soucier de salir son uniforme coûteux de l'école. « Moi, c'est Louis », répondit celui aux cheveux châtains, se relaxant en se rendant compte que cet enfant de son âge ne représentait aucune menace, contrairement aux adultes
qui les chassait souvent des espaces publics. « Et lui, c'est Mathieu, mon petit frère ?» ajouta-t-il en désignant tendrement le brun à côté de lui. Édouard sentit le monde tourner encore plus fort, comme si le sol disparaissait sous ses pieds. C'étaient exactement les noms que lui et Pascal avaient choisis pour les deux autres enfants, au cas où la grossesse compliquée aurait abouti à des triplés, des noms notés sur un papier gardé avec affection dans le tiroir de la table de chevet, discutés pendant de longues nuits d'insomnie, des noms qu'il n'avait jamais mentionnés à Pierre ni à personne après la mort de sa femme. C'était une coïncidence absolument impossible, terrifiante, qui défiait toute logique et raison. « Vous vivez ici, dans la rue ?» continua Pierre, conversant avec les enfants comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, effleurant la main sale de Louis avec une familiarité qui troubla encore plus Édouard. « Nous n'avons pas de vraie maison, » dit Mathieu d'une voix faible et rauque, probablement à force de pleurer ou de demander de l'aide. La tante qui s'occupait de nous a dit qu'elle n'avait plus d'argent pour nous garder et nous a amenés ici à l'aube. Elle a dit que quelqu'un allait apparaître pour nous aider. Édouard s'approcha encore plus lentement, essayant désespérément de traiter ce qu'il voyait et entendait sans perdre la raison. Les trois non seulement semblaient avoir le même âge et les mêmes traits physiques, mais partageaient aussi les mêmes gestes automatiques et inconscients. Les trois se grattaient la tête derrière l'oreille droite de la même manière quand ils étaient nerveux. Les trois mordaient la lèvre inférieure au même endroit lorsqu'ils hésitaient avant de parler. Les trois clignaient des yeux de la même manière quand ils étaient concentrés. C'étaient de petits détails, imperceptibles pour la plupart des gens, mais dévastateurs pour un père qui connaissait chaque geste de son fils. « Depuis combien de temps êtes-vous ici dans la rue seul ?» demanda Édouard d'une voix complètement étranglée, s'agenouillant à côté de Pierre sur le sol immonde du trottoir, sans se soucier de son costume coûteux. « 3 jours et 3 nuits, répondit Louis, comptant soigneusement avec ses petits doigts sales, mais avec une précision qui révélait de l'intelligence. Tante Martine nous a amenés ici à l'aube quand il n'y avait personne dans la rue et a dit qu'elle reviendrait le lendemain avec de la nourriture et des vêtements propres. Mais jusqu'à présent, elle n'est pas revenue. » Édouard sentit le sang se glacer dans ses veines, comme si un éclair électrique parcourait tout son corps. Martine. Ce nom résonna dans son esprit comme un coup de tonnerre assourdissant, réveillant des souvenirs qu'il avait essayé d'enterrer pendant des années. Martine était le nom de la jeune sœur de Pascal, une femme problématique et instable qui avait complètement disparu de la vie familiale juste après l'accouchement traumatisant et la mort de sa sœur, une femme dont Pascal avait souvent parlé, racontant qu'elle souffrait de sérieuses difficultés économiques, de problèmes de toxicomanie et de relations abusives. Une sœur qui avait demandé de l'argent d'innombrables fois pendant la grossesse de Pascal, toujours avec des excuses différentes, et avait ensuite disparu sans laisser de traces ni d'adresse. Une femme qui était présente à l'hôpital pendant tout le travail d'accouchement, posant des questions étranges sur les procédures médicales et sur ce qui arriverait au bébé en cas de complications. Pierre regarda son père, les yeux verts remplis de larmes sincères, touchant doucement le bras de Louis. « Papa, ils ont très faim. Regarde comme ils sont maigres et faibles. Nous ne pouvons pas les laisser seuls ici. » Édouard observa plus attentivement les deux enfants sous la lumière du coucher de soleil et vit qu'ils étaient en effet gravement dénutris. Les vêtements usés et rapiécés pendaient de leur corps fragile comme des chiffons. Leur visage était pâle et creusé, avec des cernes profonds. Les yeux, éteints et fatigués, révélaient des jours sans alimentation adéquate ni repos réparateur. À côté d'eux, sur le matelas immonde, il y avait à peine une bouteille d'eau presque vide et un sac en plastique déchiré avec des restes de pain dur et moisi. Leurs petites mains étaient sales et blessées, avec des coupures et des éraflures, probablement dues à la fouille dans les ordures, à la recherche de quelque chose de comestible. « Avez-vous pu manger quelque chose aujourd'hui ?» demanda Édouard, s'agenouillant complètement à la hauteur des enfants, essayant de contrôler l'émotion croissante dans sa voix. « Hier matin, un homme qui travaille à la boulangerie du coin nous a donné un vieux sandwich à partager, » dit Mathieu, les yeux baissés, honteux de la situation. « Mais aujourd'hui, nous n'avons rien eu. Certaines personnes passent, nous regardent avec pitié, mais font semblant de ne pas nous voir et continuent à marcher rapidement. » Pierre sortit immédiatement un paquet entier de biscuits fourrés de son sac à dos coûteux de l'école et l'offrit aux enfants avec un geste spontané et généreux qui remplit Édouard de fierté paternelle et, en même temps, d'une terreur existentielle. « Vous pouvez tout manger. Mon papa m'en achète toujours plus et à la maison, nous avons beaucoup de bonne nourriture. » Louis et Mathieu regardèrent directement Édouard, lui demandant la permission avec de grands yeux pleins d'espoir, un geste naturel d'éducation et de respect qui contrastait dramatiquement avec la situation désespérée et dégradante
dans laquelle il se trouvait. Quelqu'un avait enseigné les bonnes manières et les valeurs à ses enfants abandonnés. Édouard hocha la tête, essayant toujours désespérément de comprendre ce qui se passait devant lui, quelle force du destin avait mis ses enfants sur son chemin. Ils partagèrent les biscuits avec une délicatesse et un soin qui émurent profondément le cœur d'Édouard. Ils cassaient chaque biscuit soigneusement en deux. Ils s'offrirent toujours l'un à l'autre d'abord avant de manger. Ils mâchaient lentement, savourant chaque petit morceau comme si c'était un véritable festin. Il n'y avait pas de précipitation, pas de cupidité, seulement une gratitude pure. « Merci beaucoup, vraiment », dirent-ils à l'unisson. Et Édouard eut l'absolue certitude qu'il avait déjà entendu ces voix auparavant, non pas une ou deux fois, mais des milliers de fois. Ce n'était pas seulement le ton enfantin et aigu, mais l'intonation spécifique, le rythme particulier de parler, la manière exacte de prononcer chaque mot. Tout était absolument identique à la voix de Pierre. C'était comme écouter des enregistrements de son fils à différents moments de sa vie. Tandis qu'il observait les trois enfants ensemble, assis sur le sol sale, les ressemblances devenaient de plus en plus évidentes et terrifiantes, impossibles à ignorer ou à rationaliser. Ce n'était pas seulement l'impressionnante similitude physique, les gestes inconscients et automatiques, la façon particulière d'incliner légèrement la tête vers la droite lorsqu'il prêtait attention à quelque chose, et même la manière spécifique de sourire en montrant d'abord les dents du haut. Tout était identique dans les moindres détails. Pierre semblait avoir trouvé deux versions exactes de lui-même, vivant dans des conditions misérables dans le monde. « Savez-vous quelque chose sur qui sont vos vrais parents ?» demanda Édouard, essayant de garder une voix contrôlée et décontractée, bien que sentant son cœur battre si fort qu'il lui faisait mal à la poitrine. « Tante Martine disait toujours que notre maman est morte quand nous sommes nés à l'hôpital, » expliqua Louis, répétant les mots comme s'ils étaient une leçon mémorisée et répétée 1000 fois, et que notre papa ne pouvait pas s'occuper de nous parce qu'il avait déjà un autre petit enfant à élever seul et n'en avait pas les moyens. Édouard sentit son cœur s'accélérer violemment, battant si fort qu'il était sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Pascal était vraiment morte pendant l'accouchement compliqué, perdant beaucoup de sang et entrant en choc. Et Martine avait mystérieusement disparu juste après les funérailles, prétendant qu'elle ne supportait pas de rester dans la ville où sa sœur était morte si jeune. Mais maintenant, tout prenait un sens terrifiant et dévastateur. Martine n'avait pas seulement fui la douleur et les souvenirs tristes. Elle avait emporté quelque chose de précieux avec elle, quelqu'un avec elle, deux enfants avec elle. « Et vous souvenez-vous de quelque chose de quand vous étiez bébé ?» insista Édouard, les mains tremblant visiblement, tandis qu'il observait obsessivement chaque détail des visages angéliques des enfants, cherchant plus de ressemblances, plus de preuves. « Nous ne nous souvenons de presque rien, » dit Mathieu, secouant la tête avec tristesse. Tante Martine racontait toujours que nous étions nés avec un autre frère le même jour, mais qu'il était resté avec notre papa parce qu'il était plus fort et en meilleure santé. Et nous sommes allés avec elle parce que nous avions besoin de soins spéciaux. Pierre ouvrit ses yeux verts d'une manière qu'Édouard connaissait très bien, cette expression de compréhension soudaine et terrifiante qui apparaissait quand il résolvait un problème difficile ou comprenait quelque chose de complexe. « Papa, il parle de moi, n'est-ce pas? Je suis le frère qui est resté avec toi parce que j'étais plus fort. Et ils sont mes frères qui sont partis avec la tante. » Édouard dut s'appuyer des deux mains sur le mur rugueux pour ne pas s'évanouir complètement. Les pièces du puzzle le plus terrible de sa vie s'emboîtaient de manière brutale et définitive devant ses yeux. La grossesse extrêmement compliquée de Pascal, la pression artérielle toujours élevée et les menaces constantes d'accouchement prématuré, le travail d'accouchement traumatisant qui avait duré plus de 18 heures, les hémorragies graves, les minutes désespérées pendant lesquelles les médecins avaient lutté sans relâche pour sauver à la fois la mère et les enfants. Il se souvenait vaguement des médecins parlant sur des tons urgents de complications sérieuses, de décisions médicales difficiles, de sauver qui il serait possible de sauver. Il se souvenait de Pascal mourant lentement dans ses bras, murmurant des mots entrecoupés qu'il n'avait pu comprendre à ce moment-là, mais qui avaient maintenant un sens terrible. Et il se souvenait parfaitement de Martine, toujours présente à l'hôpital pendant ces jours tendus, toujours nerveuse et inquiète, posant toujours des questions détaillées sur les procédures médicales et sur ce qui arriverait exactement aux enfants en cas de complications graves ou de la mort de la mère. « Louis, Mathieu », dit Édouard d'une voix complètement tremblante et étranglée, tandis que les larmes commençaient à couler librement sur son visage, sans qu'il essaie de les dissimuler. « Aimeriez-vous venir à la maison, prendre une douche chaude et manger quelque chose de bon et de nutritif ?» Les deux enfants se regardèrent avec la méfiance naturelle
et apprise de ceux qui avaient été forcés par des circonstances cruelles à comprendre de la pire des manières que tous les adultes n'avaient pas de bonnes intentions envers eux. Ils avaient passé des jours entiers dans les rues dangereuses, exposés à toutes sortes de risques, de violence et d'exploitation. « Vous n'allez pas nous faire de mal après, n'est-ce pas ?» demanda Louis d'une petite voix effrayée qui révélait à la fois un espoir désespéré et une pure peur irrationnelle. « Jamais, je le promets », répondit Pierre immédiatement, avant même que son père ne puisse ouvrir la bouche, se levant rapidement et tendant ses deux petites mains vers Louis et Mathieu. « Mon papa est très bon et affectueux. Il prend bien soin de moi tous les jours, et il peut prendre soin de vous aussi, comme une vraie famille. » Édouard observait, fasciné, la naturalité absolument impressionnante avec laquelle Pierre parlait aux enfants, comme s'il les connaissait intimement depuis des années. Il y avait une connexion inexplicable et puissante entre les trois, quelque chose qui allait bien au-delà de l'étonnante ressemblance physique. C'était comme s'ils se reconnaissaient instinctivement, comme s'il existait entre eux un lien émotionnel et spirituel qui transcendait complètement la logique et la raison. « D'accord alors, » dit finalement Mathieu, se levant lentement et prenant avec soin le sac en plastique déchiré avec les quelques et misérables objets qu'il possédait dans le monde. « Mais si vous êtes méchants avec nous ou si vous essayez de nous faire du mal, nous savons courir vite et nous cacher. Nous ne serons jamais méchants, » assura Édouard avec une sincérité absolue, observant, le cœur serré, comment Mathieu rangeait soigneusement les restes de pain moisi dans le sac, même s'il savait déjà qu'il mangerait quelque chose d'infiniment meilleur. C'était un pur instinct de survie, propre à celui qui connaît intimement la faim réelle et dévastatrice. Alors qu'il marchait lentement dans les rues animées en direction de la voiture de luxe, Édouard remarqua que pratiquement toutes les personnes qui passaient les regardaient fixement, s'arrêtaient, murmuraient entre elles et pointaient discrètement du doigt. Il était impossible de ne pas percevoir qu'ils ressemblaient à des triplés identiques. Certains passants plus curieux s'arrêtaient complètement. Ils faisaient des commentaires admiratifs sur la ressemblance impressionnante. D'autres prenaient même des photos en cachette avec leur téléphone. Pierre tenait fermement la main de Louis et Louis celle de Mathieu, comme si c'était quelque chose de complètement instinctif et naturel, comme s'ils avaient toujours marché exactement ainsi dans les rues de la vie. « Papa », dit Pierre soudainement, s'arrêtant brusquement au milieu du trottoir bondé de gens et regardant directement son père dans les yeux. « J'ai toujours rêvé d'avoir des frères qui me ressemblaient exactement. Je rêvais que nous jouions ensemble tous les jours, qu'ils savaient les mêmes choses que moi, que nous n'étions jamais seuls ni tristes. Et maintenant, ils sont là pour de vrai, comme par magie. » Édouard sentit un frisson parcourir tout son corps en entendant les mots de Pierre. Pendant le trajet jusqu'à la voiture, il observa chaque mouvement des trois avec une attention obsessive qui frôlait la paranoïa. La façon dont Louis aidait Mathieu à marcher quand il trébuchait était identique à la manière dont Pierre aidait toujours les personnes plus fragiles ou dans le besoin. La manière dont Mathieu tenait soigneusement le sac en plastique avec ses misérables affaires était exactement la même prudence extrême que Pierre démontrait avec ses jouets préférés ou avec les objets qu'il considérait importants. Même la cadence naturelle des pas était parfaitement synchronisée, comme si les trois avaient méticuleusement répété cette marche pendant des années. Édouard remarqua que les trois posaient d'abord le pied droit en montant sur le trottoir, qu'ils balançaient légèrement le bras gauche en marchant, que tous regardaient instinctivement de côté avant de traverser n'importe quelle rue. C'étaient de petits détails qui auraient pu passer inaperçus pour un observateur occasionnel, mais qui étaient dévastateurement significatifs pour un père qui connaissait intimement chaque mouvement de son fils. Quand ils arrivèrent finalement à la Mercedes noire stationnée au coin très fréquenté, Louis et Mathieu s'arrêtèrent brusquement devant le véhicule, les yeux complètement ouverts d'admiration et d'émerveillement. « Est-ce que cette si jolie voiture est vraiment à vous, monsieur ?» demanda Louis, touchant avec révérence la carrosserie brillante et impeccable. « Elle est à mon papa », répondit Pierre avec la naturalité typique de celui qui avait grandi entouré de luxe. « Nous allons toujours avec elle à l'école, au club, au centre commercial et à tous les endroits dont nous avons besoin. » Édouard observa attentivement la réaction sincère des enfants en voyant l'intérieur en cuir beige authentique et les détails dorés reluisants. Il n'y avait dans leurs yeux innocents aucune trace d'envie, de cupidité ou de ressentiment, seulement une pure curiosité et une admiration respectueuse. Mathieu passa sa petite main sale sur les sièges doux avec une extrême révérence, comme s'il touchait quelque chose de sacré et d'intouchable. « Je n'ai jamais voyagé dans une voiture aussi jolie et parfumée de ma vie », murmura-t-il d'une voix chargée d'une admiration sincère. « On dirait une de ces voitures de la télévision où les gens riches et célèbres apparaissent. »
Pendant tout le trajet silencieux jusqu'à l'imposant hôtel particulier situé dans le quartier le plus exclusif de la ville, Édouard ne put quitter le rétroviseur des yeux une seule seconde. Les 3 enfants conversaient avec animation sur la banquette arrière, comme s'ils étaient de vieux amis, se retrouvant après une longue et douloureuse séparation. Pierre montrait avec enthousiasme les lieux touristiques et les sites importants de la ville par la fenêtre. Louis posait des questions intelligentes et perspicaces sur absolument tout ce qu'il voyait en chemin. Et Mathieu écoutait avec une attention concentrée, faisant de temps en temps des commentaires profonds qui révélaient une maturité impressionnante et troublante pour un enfant d'à peine 5 ans. « Cet immeuble si haut que tu vois là, c'est là que travaille mon papa tous les jours », expliqua Pierre en désignant avec enthousiasme le gratte-ciel de verre miroir. « Il a une grande entreprise qui construit de jolies maisons pour les gens qui ont de l'argent. »« Et tu vas travailler là-bas avec lui quand tu seras grand ?» demanda Louis avec une curiosité sincère. « Je ne sais pas encore. Parfois, je pense à devenir médecin pour aider les enfants malades qui n'ont pas d'argent pour payer un traitement. » Édouard faillit perdre le contrôle du volant en entendant ces mots. Médecin avait été exactement le rêve qu'il avait lui-même caressé avec passion dans son enfance, bien avant d'être obligé par les circonstances familiales d'hériter des affaires lucratives de la famille. C'était un désir ancien et profond qu'il n'avait jamais partagé avec Pierre, car il ne voulait pas influencer de manière artificielle ses futures décisions professionnelles. « Moi aussi, je veux être médecin quand je serai grand », dit Mathieu soudainement avec une détermination surprenante, pour bien prendre soin des personnes pauvres qui n'ont pas d'argent pour payer des consultations ou des médicaments coûteux. « Et moi, je veux être maître d'école pour enfants », compléta Louis avec la même conviction, pour leur apprendre à lire, écrire et bien compter, même s'ils sont pauvres. Les larmes brûlèrent intensément dans les yeux d'Édouard. Les 3 enfants avaient des rêves nobles et altruistes, totalement alignés sur les valeurs éthiques et morales qu'il s'était efforcé d'inculquer à Pierre depuis tout petit. C'était comme s'ils partageaient non seulement l'apparence physique, mais aussi le caractère, les principes et même les rêves les plus profonds. Quand ils arrivèrent finalement à la majestueuse demeure, avec ses vastes jardins parfaitement entretenus et son architecture classique imposante, Louis et Mathieu restèrent complètement paralysés à l'entrée principale. La maison de 3 étages, avec ses énormes colonnes blanches et ses baies vitrées étincelantes, ressemblait à un véritable palais royal aux yeux de 2 enfants qui avaient dormi tant de nuits à la belle étoile dans les rues dangereuses de la ville. « Vous vivez vraiment ici, dans cette maison géante ?» demanda Mathieu d'une voix presque inaudible par l'émerveillement. « Elle est très grande et jolie. Elle doit avoir une centaine de pièces différentes. Elle a 22 chambres au total, » corrigea Pierre avec un sourire fier et innocent. « Mais en réalité, nous n'en utilisons que quelques-unes. Le reste toujours fermé parce que c'est trop grand pour seulement 2 personnes. » Rose Dubois, la gouvernante expérimentée qui s'occupait de la maison avec dévouement depuis exactement 15 ans, apparut immédiatement à la porte principale, avec son allure toujours élégante et son professionnalisme impeccable. En voyant Édouard arriver inopinément avec 3 enfants absolument identiques, son expression passa de l'intérêt à la commotion totale. Elle connaissait Pierre intimement depuis sa naissance, et la ressemblance physique était si incroyable qu'elle laissa tomber avec fracas les lourdes clés qu'elle tenait à la main. « Mon Dieu, béni soit-il » murmura-t-elle à voix basse, se signant rapidement 3 fois de suite. « Monsieur Édouard, quelle histoire impossible est-ce? Comment peut-il exister 3 pierres identiques? »« Rose, je vous expliquerai tout calmement plus tard », dit Édouard en entrant précipitamment dans la maison avec les 3 enfants. « Pour l'instant, j'ai besoin urgemment que vous prépariez un bain bien chaud pour Louis et Mathieu et quelque chose de nutritif et de bon pour qu'ils mangent en abondance. » La femme, encore complètement déconcertée par cette situation surréaliste, retrouva aussitôt son instinct maternel et protecteur. Elle observa avec une compassion sincère et une préoccupation pratique les 2 enfants visiblement dénutris. « Ces petits ont besoin d'urgence de soins médicaux spécialisés, monsieur Édouard. Ils sont très maigres, pâles et couverts de blessures. On dirait qu'ils n'ont pas bien mangé depuis des semaines. » Édouard hocha la tête en silence, bien que son esprit fût concentré sur des questions beaucoup plus urgentes et complexes. Il avait désespérément besoin de confirmer ses soupçons croissants avant de prendre toute décision définitive qui pourrait affecter l'avenir de tous. Pendant que Rose conduisait avec soin Louis et Mathieu vers la salle de bain spacieuse du rez-de-chaussée, Pierre resta pensif à côté de son père dans le salon luxueux, fixant la fenêtre vers l'endroit où ses possibles frères prenaient leur bain. « Papa, ce sont mes vrais frères, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec le sérieux de celui qui connaissait déjà instinctivement la réponse. Édouard s'agenouilla devant son fils, prit tendrement ses petites épaules
et le regarda directement dans les yeux verts brillants. « Pierre, il est très possible que oui, mon fils, mais j'ai besoin d'une certitude scientifique absolue avant de dire quoi que ce soit de définitif. » « Je suis déjà complètement sûr, » affirma Pierre avec une conviction inébranlable, portant sa petite main à sa poitrine. « Je le sens ici, à l'intérieur. C'est comme si une partie très importante de moi, qui avait toujours manqué, était enfin rentrée à la maison. » Édouard l'embrassa fort, essayant de contenir l'avalanche d'émotions qui menaçait de déborder complètement. L'intuition pure de Pierre coïncidait parfaitement avec toutes les preuves qui s'accumulaient, mais il avait besoin de preuves scientifiques irréfutables avant d'accepter une réalité aussi percutante et transformatrice. Lorsque Louis et Mathieu sortirent finalement du long bain, vêtus de vêtements propres de Pierre, qui leur allaient parfaitement dans les moindres détails, la ressemblance physique se révéla encore plus évidente et choquante. Avec leurs cheveux propres, brillants et soigneusement coiffés, et leurs visages angéliques libres de la saleté des rues, les trois enfants ressemblaient à des reflets identiques dans des miroirs parfaits. Il était impossible de distinguer des différences significatives entre eux, à part les nuances légèrement différentes de leurs cheveux. Rose apparut alors avec un grand plateau rempli de sandwichs nutritifs, de fruits frais variés, de lait entier froid et de biscuits faits maison encore chauds. Les enfants commencèrent à manger avec une éducation impeccable. Mais Édouard remarqua, le cœur serré, comment ils dévoraient absolument tout avec une vitesse désespérée, l'instinct primitif de la faim chronique toujours présent et dominant. « Doucement, mes petits anges, » dit Rose, avec une affection maternelle sincère. « Il y a beaucoup plus de nourriture délicieuse dans la cuisine. Vous n'avez pas besoin d'être pressés. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez. »« Pardon, Madame Rose, » dit Louis, honteux, s'arrêtant immédiatement. « C'est que ça fait longtemps que nous n'avons pas bien mangé. Nous avons oublié comment nous comporter. Vous n'avez pas besoin de vous excuser, mon cher enfant. Mangez tranquillement et calmement. Cette maison est désormais aussi la vôtre. » Édouard profita stratégiquement de ce moment de calme pour faire quelques appels téléphoniques extrêmement urgents et importants. Il contacta d'abord son médecin personnel de confiance, le docteur Henri Alain, pédiatre renommé et respecté, qui suivait attentivement Pierre depuis sa naissance et connaissait tout l'historique médical de la famille. « Docteur Henri, j'ai besoin d'une faveur personnelle très urgente. Pourriez-vous venir chez moi ce soir même? C'est une situation médicale très délicate qui implique des enfants. » « Bien sûr, Édouard. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose de grave à Pierre? » « Pierre est parfaitement en bonne santé, mais j'ai besoin d'urgence de tests ADN détaillés sur 3 enfants, lui inclus. » Il y eut une longue pause significative de l'autre côté de la ligne. ADN. « Édouard, quelle est cette situation si compliquée? Je préfère tout expliquer personnellement quand vous arriverez. Pouvez-vous apporter le kit complet pour la collecte de matériel? » « Oui, sans problème. Je serai là dans maximum 2 heures. » Le deuxième appel fut adressé à son avocat personnel de confiance, Maître Robert Morel, spécialiste reconnu en droit de la famille et en question de garde d'enfants. « Robert, j'ai besoin urgemment de ton aide spécialisée pour une affaire familiale extrêmement délicate. Que s'est-il passé, Édouard? Il est possible que j'ai 2 autres enfants biologiques en plus de Pierre. Des enfants qui ont été, disons, séparés de lui de manière irrégulière au moment de la naissance. » « Comment ça, séparés irrégulièrement? » « Édouard, tu me laisses très inquiet et confus. C'est une longue et compliquée histoire. J'ai besoin de savoir urgemment quels sont mes droits légaux en tant que père biologique et comment je dois procéder correctement. Je viendrai demain matin de bonne heure. Ne fais absolument rien de précipité avant que nous ayons discuté en détail. » Pendant qu'Édouard effectuait ses appels dans son bureau, les 3 enfants jouaient harmonieusement dans le salon luxueux, comme s'ils avaient été frères intimes pendant des années. Pierre montrait fièrement ses jouets coûteux et ses collections. Louis enseignait des jeux créatifs qu'il avait appris dans sa dure vie dans la rue, et Mathieu racontait des histoires fantastiques qu'il inventait sur le moment. La synchronisation naturelle entre les 3 était à la fois troublante et magnifique à observer. Ils riaient du même ton, gesticulaient de manière identique en parlant. Ils respiraient même au même rythme quand ils étaient concentrés. « Pierre, » dit Édouard, en revenant calmement au salon après avoir terminé les appels. J'ai besoin de poser quelques questions importantes à Louis et Mathieu. Peux-tu aider ton papa? Bien sûr, papa. Tu peux demander ce que tu veux. Édouard s'assit confortablement sur le tapis à côté des enfants, essayant de maintenir un ton décontracté et détendu, malgré l'importance cruciale des informations qu'il cherchait désespérément. Louis, te souviens-tu de quelque chose de spécifique de quand vous étiez petit bébé? N'importe quel détail, aussi minime soit-il.
Tante Martine racontait toujours que nous étions nés dans un très grand et célèbre hôpital, dit Louis pensivement, fronçant les sourcils de concentration. Elle disait que c'était très difficile et dangereux, qu'elle avait dû faire des choix difficiles sur qui sauver en premier. Choisir qui sauver, répéta Édouard, sentant son cœur battre violemment. C'est ça. Elle disait que notre maman était très malade et faible, et que le médecin-chef avait dit qu'il ne pouvait pas tous les sauver en même temps. Alors, il a dû décider de nous sauver. Édouard sentit le monde tourner de plus en plus fort autour de lui. Cette version coïncidait parfaitement avec ses souvenirs fragmentés et douloureux de l'hôpital cette nuit terrible. Il se souvenait avec netteté des médecins parlant d'un ton grave de décisions difficiles, de priorités d'urgence, de sauver ceux qu'il était possible de sauver dans ces circonstances. « Et savez-vous exactement dans quel hôpital vous êtes né ?»« À l'hôpital Saint-Vincent », répondit Mathieu immédiatement, sans hésiter. Tante Martine nous y emmenait toujours quand nous étions malades ou avions besoin de médicaments. Édouard faillit s'évanouir. L'hôpital Saint-Vincent était le même hôpital privé et coûteux où était né Pierre, où Pascal avait lutté pour sa vie et finalement était morte. Un hôpital fréquenté exclusivement par l'élite économique de la ville. Il n'y avait aucun sens logique à ce que des enfants prétendument abandonnés reçoivent des soins médicaux réguliers là-bas, à moins qu'il n'existe une connexion familiale légitime et documentée. Et tante Martine, comment était-elle physiquement? Vous vous en souvenez bien? Elle ressemblait beaucoup à notre vraie mère, dit Louis pensivement. Elle avait les cheveux noirs, très longs et lisses, de grands yeux sombres, et sentait toujours fortement la cigarette mélangée à du parfum doux. Édouard sentit le sang se glacer dans ses veines. C'était une description parfaite et détaillée de Martine, la jeune sœur de Pascal. Chaque détail coïncidait exactement avec ses souvenirs de sa belle-sœur problématique. Mais elle était toujours très nerveuse et agitée, continua Mathieu avec un sérieux troublant, surtout quand elle voyait des policiers dans la rue ou quand quelqu'un d'inconnu nous posait des questions. Quel genre de questions exactement la mettait mal à l'aise? Sur qui était notre vrai père, sur notre famille? Sur d'où nous venions? Expliqua Louis en détail. Elle nous disait toujours de ne jamais parler de ces choses importantes à des étrangers parce que c'était dangereux. Édouard comprit immédiatement que Martine vivait dans une terreur constante d'être découverte et exposée. Le comportement décrit par les enfants était absolument typique de quelqu'un qui cachait quelque chose d'extrêmement grave avec des conséquences légales sévères et une possibilité de prison. Et vous étiez vraiment heureux? Je veux dire, étiez-vous heureux de vivre avec tante Martine? Les deux enfants se regardèrent avec une tristesse profonde et mûre qui déchira le cœur d'Édouard. C'était une expression de douleur qu'aucun enfant ne devrait connaître si intimement. Nous l'aimions parce qu'elle prenait soin de nous, dit Mathieu diplomatiquement, choisissant bien ses mots. Mais elle disait toujours que s'occuper de nous était très difficile et fatigant, qu'elle avait sacrifié toute sa vie pour nous et parfois, elle disparaissait pendant de nombreux jours. D'affilée, compléta Louis d'une voix étranglée. Elle nous laissait complètement seuls à la maison ou avec des voisins inconnus qui ne connaissaient même pas bien nos noms. Édouard sentit une colère intense grandir progressivement dans sa poitrine. Colère contre Martine pour avoir menti et manipulé la situation. Colère contre lui-même pour ne pas avoir cherché plus d'informations. Colère contre le destin cruel qui avait brutalement séparé ses fils. Mais en même temps, il ressentit un soulagement immense et libérateur de les avoir trouvés vivants et relativement bien. « Papa !» dit Pierre soudainement, interrompant les pensées turbulentes de son père. « Nous pouvons rester ensemble pour toujours maintenant. Louis et Mathieu peuvent vivre ici dans notre maison avec nous comme une vraie famille. » Édouard regarda profondément les trois paires d'yeux verts absolument identiques, fixés sur lui avec attente et espoir, attendant une réponse définitive qui changerait pour toujours, et de manière irréversible, la vie de tous. La responsabilité était écrasante et terrifiante, mais la certitude qui grandissait dans son cœur se révéla absolument inébranlable. Si vous voulez vraiment rester, et si tous les examens confirment ce que je crois fermement qu'ils confirmeront, vous trois ne vous séparerez plus jamais, pas même pour un seul jour, dit-il avec solennité. Les mots d'Édouard résonnèrent dans le salon luxueux comme une promesse sacrée, et les trois enfants s'étreignirent instinctivement avec une force émotionnelle écrasante, formant un cercle parfait de joie pure et inattendue. Louise et Mathieu commencèrent à pleurer abondamment, mais c'étaient des larmes cristallines de soulagement et d'espoir renouvelé, non de tristesse ou de désespoir. Pierre prit fermement les petites mains des deux, comme s'il voulait garantir physiquement qu'ils ne se sépareraient plus jamais, comme s'il pouvait empêcher le destin cruel de les écarter à nouveau. Édouard contempla cette scène émouvante, le cœur littéralement débordé par des émotions contradictoires et submergentes.
D'un côté, il ressentait un bonheur indescriptible d'avoir retrouvé les fils qu'il croyait perdus pour toujours depuis le moment traumatique de l'accouchement. De l'autre, il était envahi par une anxiété croissante et paralysante. Comment expliquer cette situation impossible au monde extérieur, à la société conservatrice, aux autorités compétentes? Comment justifier l'apparition soudaine de 2 enfants identiques à son fils? Comment prouver qu'il n'y avait aucune irrégularité ou délit derrière tout cela? À cet instant, Rose apparut silencieusement à la porte élégante du salon, portant soigneusement plus de nourriture nutritive sur un plateau d'argent. Elle s'arrêta net en voyant les 3 enfants enlacés sur le sol de marbre, et ses yeux expérimentés se remplirent de larmes de compréhension et de tendresse maternelle. « Monsieur Édouard », dit-elle d'une voix étranglée par l'émotion. « Pendant toutes ces longues années de travail dévoué dans cette maison, je n'ai jamais vu Pierre aussi sincèrement heureux et complet. C'est comme s'il avait enfin retrouvé une partie fondamentale de lui-même qu'il ne savait même pas consciemment qu'il avait perdue. Rose, vous pouvez rester vous occuper d'eux avec affection pendant que j'attends avec impatience l'arrivée du médecin. J'ai besoin de faire urgemment quelques appels très importants. Bien sûr, monsieur Édouard, je prendrai soin des 3 comme s'ils étaient mes propres petits-enfants. » Édouard monta lentement vers le bureau élégant du 2e étage, mais avant d'arriver, il entendit des rires mélodieux provenant du salon principal. C'était un son pur et cristallin qu'il n'avait jamais entendu de toute sa vie. Pierre riant d'une joie pleine, sans réserve ni mélancolie. Pendant les 5 années de vie de son fils bien-aimé, Édouard avait toujours perçu une certaine tristesse inexplicable chez l'enfant, comme si quelque chose d'essentiel manquait éternellement à son existence. Maintenant, en entendant ce rire spontané et authentique, il comprit avec une clarté absolue que Pierre avait toujours senti au plus profond de lui l'absence douloureuse de ses frères, même s'il ne savait pas consciemment de leur existence réelle. Dans le silence ordonné du bureau, Édouard alluma son ordinateur moderne et commença à enquêter méticuleusement sur tout ce qui était possible concernant Martine Santos, la sœur problématique de Pascal. Il trouva des registres détaillés de changements constants de domicile, quelques annotations policières pour des délits mineurs et un historique très préoccupant d'instabilité financière chronique. Mais ce qui l'impressionna, le plus fut de découvrir que mystérieusement Martine avait reçu une somme très significative d'argent provenant d'une source non identifiée exactement à l'époque précise de la naissance. Traumatique des enfants. C'était comme si quelqu'un de puissant avait délibérément payé pour qu'elle disparaisse avec les bébés et ne revienne jamais. Les soupçons croissants d'Édouard se dirigèrent immédiatement vers sa propre famille. Les Fournier avaient toujours été notoirement traditionnalistes, conservateurs et obsédés par l'image publique impeccable. Avoir des triplés dans une gestation compliquée et non planifiée, avec la jeune mère mourant tragiquement en couche, aurait pu être interprété comme un scandale dévastateur, quelque chose qui devait être dissimulé à tout prix. Être que ses propres parents, autoritaires et froids, les grands-parents conservateurs de Pierre, avaient orchestré cette séparation cruelle et inhumaine. Soudain, le téléphone sonna fort, interrompant ses pensées sombres. C'était le docteur, Henri, qui appelait depuis sa voiture. « Édouard, j'arrive dans quelques minutes. J'ai absolument tout le nécessaire pour les examens ADN, mais je dois t'avertir que les résultats complets ne seront prêts que dans exactement 72 heures. Docteur Henri, en plus de l'ADN, j'ai besoin que vous examiniez attentivement les 2 enfants. Ils ont vécu abandonnés dans la rue et peuvent avoir développé de sérieux problèmes de santé. Ne t'inquiète pas, j'ai apporté mon équipement médical complet. Nous ferons une évaluation détaillée de tout. » Quand Édouard descendit tranquillement les escaliers de marbre, il trouva une scène domestique qui l'émut plus que toute autre chose dans sa vie d'adulte. Rose avait préparé avec affection un goûter impeccable sur la table élégante du salon, et les 3 enfants étaient assis poliment comme de petits gentlemen, conversant avec animation sur leurs rêves et leurs projets futurs. Il y avait entre eux une harmonie naturelle, qui transcendait toute logique. « Quand je serai médecin, » disait Pierre les yeux brillants, « je vais avoir un grand hôpital juste pour prendre soin des enfants pauvres qui n'ont pas d'argent. Et moi aussi, je vais être médecin, » compléta Mathieu avec une détermination égale. « Mais je vais prendre soin avec affection des animaux abandonnés, parce qu'ils souffrent comme les gens. Et moi, je vais être maître d'école, » dit Louis avec une conviction admirable, pour enseigner patiemment aux enfants qui n'ont jamais eu l'opportunité d'étudier pour de vrai. Édouard fut profondément impressionné par la naturalité avec laquelle les 3 projetaient un avenir commun et intégré, comme s'ils avaient toujours su instinctivement qu'ils seraient unis pour affronter la vie. C'était comme s'ils partageaient non seulement des gènes, mais aussi des valeurs, des rêves et une vision identique du monde. Le docteur. Henri arriva ponctuellement à l'heure convenue,
portant soigneusement 2 mallettes médicales professionnelles et lourdes. C'était un homme distingué de 60 ans, aux cheveux complètement gris et aux élégantes lunettes dorées qui inspiraient confiance et crédibilité immédiate. Il connaissait Édouard depuis l'époque de la faculté et avait accompagné professionnellement toute la tragédie dévastatrice de la naissance de Pierre et de la mort de Pascal. « Édouard », dit-il en entrant calmement dans le salon, s'arrêtant net en voyant les 3 enfants réunis. « Dieu miséricordieux, quelle ressemblance absolument impossible est-ce ? C'est justement à propos de cette ressemblance inexplicable que j'ai besoin de te parler urgemment, répondit Édouard avec sérieux. Le docteur, Henri s'approcha avec prudence des enfants, avec le soin typique et la délicatesse naturelle d'un pédiatre expérimenté qui avait dédié des décennies aux soins infantiles. Bonjour chers enfants, je suis le docteur Henri, médecin personnel de Pierre depuis de nombreuses années. Vous pouvez m'appeler affectueusement docteur Henri. Bonjour docteur, dirent Louis et Mathieu, à l'unisson avec l'éducation impeccable qu'Édouard avait déjà remarquée et admirée à plusieurs reprises. J'ai besoin de vous faire quelques examens médicaux très simples. D'accord, ça ne fera absolument pas mal, je le promets. Pendant que le médecin examinait méticuleusement les enfants avec des instruments spécialisés, Édouard expliqua toute la situation complexe avec des détails minutieux. Le docteur, Henri écoutait avec attention, avec un étonnement croissant et une préoccupation médicale et éthique. Édouard, si tout cela est confirmé scientifiquement, nous avons devant nous une situation médicale illégale extrêmement délicate. Ces enfants ont été criminellement privés, non seulement de leur famille biologique, mais aussi de soins médicaux adéquats et réguliers. L'examen médical détaillé révéla que Louis et Mathieu étaient visiblement dénutris, avec une anémie légère mais préoccupante, et quelques carences vitaminiques significatives. Cependant, il n'y avait rien qui ne puisse être complètement inversé par une alimentation adéquate, une supplémentation nutritionnelle et des soins médicaux réguliers. Ils vont avoir besoin d'un accompagnement nutritionnel intensif et d'un suivi médical pendant les 6 prochains mois, expliqua le docteur avec un sérieux professionnel. Mais ce sont des enfants naturellement forts et résilients. Avec les soins appropriés, ils récupéreront complètement. La collecte de matériel pour l'examen ADN fut étonnamment rapide et indolore. Le docteur, Henri préleva soigneusement des échantillons de salive des 3 enfants avec des écouvillons stériles spéciaux. Il étiqueta tout méticuleusement avec des codes spécifiques et les rangea dans des récipients hermétiques appropriés. « Édouard, j'apporterai personnellement ce matériel précieux au laboratoire le plus fiable et le plus discret que je connaisse. Dans exactement 72 heures, nous aurons la confirmation scientifique définitive. » Après le départ du médecin de confiance, Édouard réunit tranquillement les 3 enfants dans le salon confortable pour une conversation sérieuse et importante. « Enfants, j'ai besoin de vous expliquer quelque chose de très important pour que vous compreniez bien. Il existe la possibilité réelle que vous soyez frères biologiques, mais nous devons attendre patiemment qu'un examen scientifique le confirme officiellement. Nous savons déjà avec une certitude absolue que nous sommes frères, dit Pierre avec une conviction inébranlable. Il ne faut aucun examen scientifique pour confirmer ce que nous sentons déjà. Je le sais parfaitement, mon fils. Mais les adultes et les autorités ont besoin de preuves scientifiques irréfutables pour prendre des décisions légales importantes. « Et si l'examen dit que nous sommes vraiment frères ?» demanda Louis avec une anxiété visible. « Allons-nous pouvoir rester ici dans cette maison pour toujours? Si le résultat est positif, vous 3 ne vous séparerez plus jamais un seul jour. C'est ma promesse la plus sacrée. » Mathieu, qui était resté pensif et silencieux pendant toute la conversation, parla finalement d'une voix petite mais ferme. « Monsieur Édouard, pouvons-nous vous appeler papa pour de vrai ?» La question innocente fut comme un coup émotionnel dans l'estomac d'Édouard. Pendant exactement 5 années solitaires, seul Pierre l'avait appelé papa. Entendre ce mot sacré de la bouche d'un enfant qu'il avait connu il y a à peine quelques heures éveilla des sentiments profonds qu'il ne savait même pas qu'ils existaient dans son cœur. « Vous pouvez m'appeler exactement comme vous vous sentez le plus à l'aise, » répondit-il d'une voix brisée par l'émotion. « Alors vous êtes déjà notre papa à partir de maintenant, » dit Louis avec une simplicité émouvante. « Et nous ne serons plus jamais seuls ni abandonnés. » Cette nuit spéciale et transformatrice, Édouard installa soigneusement Louis et Mathieu dans des chambres luxueuses contiguës à celles de Pierre, mais les 3 enfants insistèrent catégoriquement pour dormir tous ensemble dans la chambre familiale de Pierre. « Nous avons dormi séparés toute notre vie, » expliqua Pierre avec un sérieux émouvant. « Maintenant, nous voulons être bien serrés les uns contre les autres pour rattraper le temps perdu. » Édouard accepta immédiatement,
profondément émus par le besoin instinctif qu'ils avaient de rester physiquement proches après des années de séparation forcée. Il plaça des matelas supplémentaires sur le sol de la chambre de Pierre et organisa une sorte de campement familial confortable. Pendant que les enfants se préparaient tranquillement à dormir, Rose s'approcha discrètement d'Édouard avec une expression sérieuse. « Monsieur Édouard, puis-je vous dire quelque chose d'important ?»« Bien sûr, Rose, parlez librement. J'ai travaillé avec dévouement avec des enfants pendant plus de 30 ans de ma vie. J'ai vu beaucoup de situations différentes et complexes, mais ce qui s'est passé aujourd'hui ici dans cette maison était l'œuvre de Dieu. Ces enfants se sont reconnus d'une manière qui n'a aucune explication humaine possible. Vous croyez vraiment qu'ils sont sincèrement frères? Monsieur Édouard, je n'ai absolument pas besoin d'une preuve ADN pour en être certaine. Il suffit d'observer attentivement comment ils se comportent ensemble naturellement. Ils sont comme 3 pièces parfaites d'un puzzle qui se sont finalement emboîtées au bon endroit. Avant d'aller dormir, Édouard se rendit tranquillement dans la chambre des enfants pour leur souhaiter une bonne nuit avec affection. Il trouva les 3 couchés côte à côte sur les matelas, Pierre stratégiquement au milieu, tenant fermement les mains de Louis et Mathieu comme un protecteur naturel. « Papa », murmura Pierre dans l'obscurité, « merci beaucoup d'avoir trouvé mes frères perdus. Merci de nous avoir recueillis dans la rue », murmura Louis avec une gratitude infinie. « Merci de ne pas nous avoir chassés », ajouta Mathieu, la voix pleine d'émotion. Édouard embrassa délicatement le front des 3 enfants, ressentant une plénitude émotionnelle et spirituelle qu'il n'avait jamais expérimentée de toute sa vie d'adulte. « Bonne nuit, mes chers enfants. Dormez tranquille et en sécurité. Papa est là pour veiller sur vous pour toujours. » Plus tard, complètement seul dans sa chambre silencieuse, Édouard appela avec détermination sa mère, Madame Hélène Fournier, la matriarche autoritaire de la famille traditionnelle. « Maman, j'ai besoin urgemment de te raconter quelque chose d'extrêmement important. » « Que se passe-t-il maintenant, Édouard? Est-il arrivé quelque chose de grave à Pierre? » « Pierre est parfaitement bien, mais aujourd'hui j'ai trouvé 2 enfants abandonnés qui pourraient être mes fils biologiques. » Il y eut un long silence significatif de l'autre côté de la ligne. « Comment ça exactement, Édouard? » « 2 enfants absolument identiques à Pierre. Je crois fermement que ce sont les autres bébés qui sont nés avec lui cette nuit terrible. Édouard, tu délires complètement. Pierre a toujours été fils unique. Il n'y a eu absolument pas d'autres bébés à l'accouchement. Maman, je me souviens clairement de fragments confus de cet accouchement traumatique. Je me souviens des médecins parlant avec urgence de décisions difficiles, de sauver qui il serait humainement possible. Et ces enfants connaissent des détails intimes qu'ils ne pourraient connaître que s'ils étaient vraiment nés dans cet hôpital spécifique, ce jour exact. C'est complètement impossible et absurde. S'il y avait eu d'autres bébés, je l'aurais su. Vous le saviez parfaitement, maman. Maintenant, j'en ai l'absolue certitude, et je veux savoir immédiatement ce qui est arrivé exactement à mes fils disparus. Le silence qui suivit fut assourdissant et chargé de tension. Édouard pouvait entendre clairement la respiration lourde et irrégulière de sa mère de l'autre côté de la ligne. « Édouard, viens demain matin de bonne heure à la maison. Nous avons besoin de parler urgemment en personne de tout cela. Pourquoi exactement ne peux-tu pas me le dire tout de suite? Parce que c'est une conversation extrêmement délicate, qui doit se faire en face à face, et amène les enfants avec toi. J'ai besoin de les voir de mes propres yeux. » En raccrochant le téléphone avec les mains tremblantes, Édouard resta éveillé toute la nuit, fixant la grande fenêtre et pensant obsessivement à tout ce qui s'était passé en cette journée absolument extraordinaire et transformatrice. En moins de 12 heures intenses, sa vie avait changé complètement et irréversiblement. De père solitaire d'un fils unique, il était passé à père dévoué de triplés. D'homme avec une petite famille contrôlée, il était devenu responsable de 3 enfants qui avaient désespérément besoin de soins, d'amour inconditionnel et de protection permanente. Mais le plus douloureux de tout était d'avoir découvert que pendant 5 longues années, il avait vécu un mensonge élaboré et cruel. Ses 2 autres fils biologiques n'étaient pas morts à l'accouchement, comme il l'avait toujours cru sincèrement. Ils avaient été délibérément écartés, cachés criminellement et élevés loin de lui pour des raisons sinistres qu'il ne comprenait pas encore totalement. Par la fenêtre silencieuse, Édouard put voir le premier rayon doré du soleil, naissant majestueusement à l'horizon. Un nouveau jour se levait lentement, et avec lui la promesse concrète de réponses définitives à des questions qui le tourmentaient depuis des années. « Demain, enfin, nous connaîtrons la vérité complète », murmura-t-il pour lui-même, pensant tendrement aux 3 enfants qui dormaient paisiblement dans la chambre d'à côté, finalement réunis après 5 cruelles années de séparation forcée et inutile. La matinée arriva plus tôt que prévu,
annoncé par les doux bruits des enfants bougeant dans la chambre contiguë. Il était à peine 6 heures, quand Édouard entendit des rires discrets et des conversations chuchotées provenant de la chambre de Pierre. Il se leva en silence, et en s'approchant de la porte entr'ouverte, il observa une scène qui le remplit de tendresse et de mélancolie à la fois. Les trois étaient assis en cercle sur le sol, encore en pyjama, partageant des biscuits que Pierre avait cachés dans un tiroir. Louise enseignait un jeu de main à Mathieu pendant que Pierre observait avec attention, essayant d'apprendre aussi. C'était comme si, en cette matinée, il rattrapait des années de jeux perdus. « Bonjour les garçons », dit Édouard en entrant dans la chambre avec un sourire sincère. « Vous avez bien dormi, papa ?»« C'était la meilleure nuit de ma vie », répondit Pierre immédiatement. « J'ai rêvé que nous volions ensemble dans le ciel. Moi aussi j'ai rêvé que nous volions », ajouta Louis, étonné. Et il y avait une belle femme qui nous souriait depuis le ciel. Édouard sentit un frisson parcourir son dos. Pascal avait toujours dit qu'en mourant, elle voulait voler libre comme un oiseau. Serait-il possible que les enfants aient rêvé de la mer qu'ils n'avaient jamais connue? Et moi, j'ai rêvé que nous vivions dans une grande maison avec un jardin plein de fleurs, compléta Mathieu. Et nous avions un chien marron qui jouait avec nous. Édouard faillit trébucher. Avant la mort de Pascal, ils avaient prévu d'acheter un Golden Retriever pour accompagner le bébé qui était sur le point de naître, un rêve qu'ils n'avaient jamais mentionné à Pierre. À ce moment, Rose apparut à la porte avec un plateau de chocolat chaud et des petits pains frais. « Bonjour mes petits anges, déjeunez bien, car aujourd'hui sera un jour important. » Pendant que les enfants déjeunaient, Édouard reçut un appel inattendu. C'était Maître Robert, son avocat, qui appelait plus tôt que prévu. « Édouard, j'ai besoin de te parler urgemment. Il s'est passé quelque chose de grave pendant la nuit. »« Quoi donc, Robert ?»« La police a reçu une dénonciation anonyme concernant un enlèvement de mineurs. Quelqu'un a dit que tu retiens 2 enfants chez toi contre leur volonté. » Édouard sentit le sang se glacer. « Comment ça, enlèvement? Ces enfants étaient abandonnés dans la rue. »« Je sais, mais la dénonciation a été déposée, et maintenant les services sociaux et la protection de l'enfance veulent faire une visite. Ils peuvent arriver à tout moment. Robert, ces enfants sont mes fils. » « Je suis sûr qu'ils le sont, Édouard. Mais tant que nous n'avons pas le test ADN, légalement, il reste des mineurs disparus. Tu dois coopérer pleinement avec les autorités. » Après avoir raccroché, Édouard réunit les enfants dans le salon. Il devait les préparer à ce qui pouvait arriver. « Les garçons, aujourd'hui, des personnes importantes pourraient venir vous poser des questions. Je veux que vous répondiez toujours avec la vérité. D'accord? »« Quel genre de questions ?» demanda Louis, percevant l'inquiétude dans la voix d'Édouard. « Sur comment vous êtes arrivé ici, comment vous vous sentez, si quelqu'un vous a obligé à rester. »« Personne ne nous a obligés, » dit Mathieu avec fermeté. « Nous avons choisi de rester parce qu'ici c'est notre maison. » Alors, Pierre s'approcha de son père et lui prit la main. « Papa, ils ne vont pas nous séparer, n'est-ce pas? Je ferai tout mon possible pour que cela n'arrive pas, mon fils. » À 9 heures du matin, 2 voitures s'arrêtèrent devant l'hôtel particulier. De la première descendirent une assistante sociale, une psychologue, et un représentant de la protection de l'enfance. De la seconde, descendirent 2 policiers en uniforme. Édouard ouvrit la porte avant qu'il ne sonne. « Bonjour, j'imagine que vous êtes ici à cause des enfants. »« Monsieur Édouard Fournier ?» demanda l'assistante sociale, une femme d'âge mûr avec des lunettes et une posture rigide. « Je suis le docteur Marisa Silva, des services sociaux. Nous avons reçu une dénonciation concernant 2 enfants qui seraient prétendument retenus dans votre résidence. Les enfants ne sont pas retenus. Ils sont soignés parce que je les ai trouvés abandonnés dans la rue. Malgré cela, nous devons leur parler séparément pour évaluer la situation. » Édouard accepta mais demanda à accompagner les entretiens. La psychologue, Dr Carmen, se montra plus compréhensive que l'assistante sociale. « Monsieur Édouard, nous parlerons d'abord avec les enfants ensemble, et ensuite individuellement. Il est important qu'ils se sentent à l'aise. » Les 3 petits furent conduits au salon, où ils s'assirent côte à côte sur le grand canapé. La ressemblance entre eux ne passa inaperçue pour personne. « Mon Dieu !» murmura l'un des policiers à son collègue. « Ils ressemblent à des triplés identiques. » La docteure Carmen s'agenouilla devant eux. « Bonjour les enfants, je suis le docteur Carmen, et je suis venu pour discuter avec vous. Pouvez-vous me raconter comment vous êtes arrivés dans cette maison ?» Pierre répondit le premier. « Mon papa et moi rentrions de l'école quand nous avons vu Louis et Mathieu dormir dans la rue. J'ai dit à mon papa qu'il me ressemblait. « Et vous, vous avez voulu venir ici ?» demanda la psychologue à Louis et Mathieu. « Oui, » répondit Louis sans hésiter. « Pierre a dit que ce serait aussi notre maison. Vous êtes heureux ici. »« Très heureux, » dit Mathieu.
Pour la première fois de notre vie, nous avons une vraie famille. L'assistante sociale intervint d'un ton plus sévère. Les enfants, savez-vous que vous ne pouvez pas rester avec des personnes étrangères? Où sont les adultes qui s'occupaient de vous avant? Tante Martine nous a laissés dans la rue et n'est jamais revenue, expliqua Louis. Elle nous a dit qu'elle allait nous chercher une nouvelle famille, mais elle a menti. Et qui est cette tante Martine? C'était la sœur de notre mère, répondit Mathieu, mais elle n'aimait pas beaucoup s'occuper de nous. Pendant 2 heures, les fonctionnaires posèrent des questions détaillées, conversèrent avec les enfants individuellement, avec Édouard et aussi avec Rose. La gouvernante fut fondamentale pour clarifier la situation. « Docteur, » dit Rose à la psychologue, « je travaille avec des enfants depuis plus de 30 ans. Ces petits ne sont ni contraints ni maltraités. Au contraire, je n'ai jamais vu des enfants aussi heureux et intégrés. Mais la ressemblance entre eux est impressionnante, observa l'assistante sociale. Comment expliquez-vous cela? Je l'explique parce que ce sont des frères, affirma Édouard avec fermeté. Nous avons déjà prélevé des échantillons pour le test ADN. Dans 2 jours, nous aurons la confirmation. D'ici là, les enfants doivent être placés sous la tutelle de l'État, déclara l'assistante sociale. C'est la procédure standard. Non, cria Pierre en se levant du canapé. Vous ne pouvez pas emmener mes frères. Louis et Mathieu se mirent à pleurer en s'agrippant à Pierre. S'il vous plaît, ne nous séparez plus jamais, supplia Louis. La psychologue observa la réaction avec une attention professionnelle. Docteur Marissa, ces enfants ont un lien émotionnel très fort. Les séparer maintenant pourrait causer un traumatisme psychologique. Mais le protocole doit considérer le bien-être des enfants, interrompit la psychologue. Je suggère qu'ils restent ici sous surveillance jusqu'au résultat de l'ADN. Après une longue discussion, les fonctionnaires arrivèrent à un accord temporaire. Les enfants pourraient rester avec Édouard, mais il y aurait des visites quotidiennes de la protection de l'enfance et la situation serait réévaluée constamment. « Monsieur Édouard, » dit l'assistante sociale avant de partir, « toute irrégularité, et les enfants seront retirés immédiatement. » Après le départ des autorités, Édouard embrassa les 3. « Tout ira bien. Dans 2 jours, nous aurons la preuve qu'ils sont frères. »« Papa, » dit Pierre, « pourquoi certaines personnes veulent séparer les familles? Parfois, Pierre, les gens ne comprennent pas que la famille n'est pas seulement ceux qui partagent le même nom de famille, mais ceux qui s'aiment vraiment. » Cet après-midi-là, Édouard décida d'emmener les enfants visiter grand-mère Hélène. Il était temps d'affronter le passé et de découvrir la vérité sur ce qui s'était passé 5 ans auparavant. L'hôtel particulier des Fourniers se trouvait dans un quartier encore plus luxueux, avec d'immenses jardins et une architecture imposante. En arrivant, Madame Hélène attendait sur la terrasse, élégamment vêtue comme toujours. En voyant les 3 enfants descendre de la voiture, son expression changea radicalement. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en portant la main à sa poitrine. « Comment est-ce possible ?»« Bonjour, grand-mère Hélène, » dit Pierre en courant l'embrasser. « J'ai amené mes frères pour que tu les rencontres. » Hélène regarda fixement Louis et Mathieu comme si elle voyait des fantômes. Ses mains tremblaient visiblement. « Édouard, » dit-elle d'une voix étranglée, « nous devons parler immédiatement. Je veux d'abord que vous rencontriez Louis et Mathieu, » répondit Édouard en rapprochant les 2 enfants. « Les enfants, voici grand-mère Hélène, la mère de papa. »« Bonjour, grand-mère, » dirent-ils timidement. Hélène s'agenouilla devant eux, observant chaque détail de leur visage. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Ils sont identiques à Pierre quand il était bébé, » murmura-t-elle. « Et ils sont aussi identiques à Pascal. » Édouard comprit que sa mère en savait plus qu'elle n'avait révélé. « Maman, reconnaissez-vous ces enfants ?» Hélène se leva lentement, en essuyant ses larmes. « Édouard, envoie les enfants jouer dans le jardin. Nous devons parler de choses qu'ils ne doivent pas encore entendre. Les enfants, allez jouer dehors. Rose vous accompagnera. » Quand les petits sortirent, Hélène s'assit lourdement dans un fauteuil. « Édouard, assieds-toi. Ce que je vais te raconter changera tout ce que tu crois sur cette nuit terrible. » Édouard s'installa face à sa mère, prêt à entendre ce qu'il soupçonnait depuis des années. « Maman, je veux savoir exactement ce qui s'est passé à l'hôpital. Édouard, tu dois comprendre le contexte. Pascal était en train de mourir. Il y avait 3 bébés prématurés, et les médecins ont dit qu'ils ne pourraient pas tous les sauver. Continuez. Ton père et moi avons pris une décision terrible cette nuit-là. Nous avons décidé qu'il valait mieux sauver un bébé fort que de perdre les 3. » Édouard sentit la colère monter dans sa poitrine. « Vous avez choisi Pierre et abandonné mes autres fils. Nous ne les avons pas abandonnés. Martine s'est proposé de s'occuper des 2 autres. Nous avons pensé que ce serait le mieux. Et vous ne me l'avez jamais dit. Édouard, tu étais anéanti par la mort de Pascal.
Nous avons cru qu'il valait mieux ne pas compliquer davantage ta douleur. Compliquer. Maman, vous m'avez volé 2 fils. Vous m'avez fait vivre 5 ans en croyant qu'ils étaient morts. Hélène se mit à pleurer. Édouard, pardonne-moi. Nous pensions faire ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde. Le mieux. Et où était Martine pendant toutes ces années? Pourquoi a-t-elle abandonné les enfants? Martine. Martine a développé des problèmes de drogue. Il y a 2 ans, nous avons perdu tout contact avec elle. Édouard se leva, marchant dans le salon avec une rage croissante. Vous avez détruit la vie de ces enfants. Ils auraient pu grandir avec moi, avec amour et soin. Édouard, ce fut une décision prise dans le désespoir. Ce fut une décision criminelle. Édouard s'arrêta devant sa mère. Maintenant, je veux que vous m'aidiez à réparer cette situation. Je veux tous les documents, tous les papiers liés à la naissance des 3. Hélène hocha la tête en pleurant. Édouard, il y a autre chose que tu dois savoir. Quoi d'autre? Les bébés ne sont pas seulement nés prématurés, ils sont nés avec une condition génétique rare qui pourrait leur causer des problèmes de santé à l'avenir. Édouard frissonna. Quel genre de problème? Des problèmes cardiaques. Les 3 pourraient avoir besoin de chirurgie corrective lorsqu'ils seront plus âgés. Et vous avez aussi caché cela. Les médecins ont dit que Pierre allait bien pour l'instant, et les 2 autres. Vous avez préféré qu'il meure loin de moi. Hélène ne put répondre. Édouard sortit du salon et alla chercher les enfants dans le jardin. Il trouva les 3 jouant joyeusement avec Rose, complètement étrangers à la conversation traumatisante qui venait d'avoir lieu. « Les enfants, on rentre à la maison », dit Édouard, essayant de contrôler son émotion. « On a rencontré grand-mère » demanda Pierre. « Et elle vous aime beaucoup, comme moi. » En chemin vers la maison, Pierre remarqua que son père était inquiet. « Papa, grand-mère Hélène a dit quelque chose de triste. » Édouard prit une profonde inspiration avant de répondre. « Pierre, parfois les adultes commettent de très graves erreurs en essayant de protéger ceux qu'ils aiment. Grand-mère a commis une erreur il y a longtemps, mais maintenant nous allons tout arranger et nous resterons ensemble pour toujours, mon fils. Rien ni personne ne vous séparera plus jamais. » Ce soir-là, pendant que les enfants dormaient, Édouard reçut un appel inattendu. C'était le docteur Henry. « Édouard, j'ai besoin de te parler urgemment. C'est à propos des examens des enfants. » « Y a-t-il un problème, Henry? J'ai trouvé quelque chose dans les analyses de sang que tu dois savoir immédiatement. » Le cœur d'Édouard s'accéléra violemment en entendant le ton extrêmement préoccupé et grave du docteur Henry. Il y avait quelque chose dans la façon dont le médecin, toujours expérimenté et contrôlé, parlait qui éveilla une peur primitive et dévastatrice dans la poitrine de l'homme d'affaires. Pendant les 2 derniers jours intenses et émotionnellement épuisants, Édouard avait vécu des montagnes russes d'émotions, passant rapidement de la joie accablante de retrouver ses fils, qu'il croyait perdus pour toujours, à la terreur paralysante de les perdre à nouveau face aux autorités compétentes, et maintenant il faisait face à la possibilité terrifiante que quelque chose de beaucoup plus complexe, sinistre et troublant soit en train de se produire dans sa vie. « Docteur Henry, quel type spécifique de problème médical avez-vous trouvé dans les examens des enfants ?» demanda Édouard, essayant désespérément de garder une voix ferme, tout en sentant ses mains trembler involontairement comme des feuilles au vent. « Édouard, je préfère ne pas en discuter par téléphone. C'est une affaire extrêmement délicate, complexe et potentiellement dangereuse, qui doit être expliquée en personne et en détail. Je peux passer chez toi maintenant même. Les enfants dorment profondément depuis plusieurs heures. Ne serait-il pas préférable d'en parler demain matin de bonne heure? Édouard, cela ne peut pas attendre jusqu'à demain. C'est à propos de leur santé critique et de quelque chose d'extrêmement troublant que j'ai découvert dans les anciens dossiers médicaux auxquels j'ai pu accéder grâce à des contacts spéciaux à l'hôpital. » Un frisson glacial et terrifiant parcourut tout le corps d'Édouard. Dossiers médicaux. Quel dossier spécifique? Dossier complet et détaillé de l'accouchement traumatique de Pascal. Il y a là des informations cruciales qui contredisent complètement tout ce que tu crois savoir sur cette nuit terrible. Docteur, vous m'effrayez et m'angoissez beaucoup. De quoi parlez-vous exactement? Je serai chez toi dans exactement 20 minutes. Prépare-toi mentalement et émotionnellement, car ce que je vais te révéler changera radicalement et irréversiblement ta compréhension de tout ce qui s'est passé. Édouard raccrocha, les mains tremblantes comme s'il avait reçu une décharge électrique. Il monta lentement dans la chambre des enfants et les observa dormir paisiblement, enlacés les uns aux autres, comme il le faisait toujours instinctivement toutes les nuits. Pierre était au milieu, protégeant naturellement Louise et Mathieu avec ses petits bras mais déterminés. C'était une image émouvante d'innocence pure et d'amour fraternel sincère qui contrastait dramatiquement
avec la tempête croissante d'incertitude et de terreur dans l'esprit turbulent d'Édouard. Exactement 20 minutes plus tard, le docteur Henri arriva ponctuellement, portant une chemise volumineuse et lourde, et avec une expression sombre et préoccupée qu'Édouard n'avait jamais vue sur son visage normalement aimable et rassurant. Il y avait quelque chose de profondément inquiétant dans la posture du docteur. Une tension palpable qui mit Édouard en alerte maximale. « Édouard, allons immédiatement à ton bureau privé. Nous avons besoin d'une intimité totale pour cette conversation extrêmement délicate. » Dans le bureau silencieux et isolé, le docteur Henri posa soigneusement la chemise sur la table en acajou et l'ouvrit lentement, révélant d'anciens documents médicaux, des analyses de laboratoire complexes et des photographies jaunies qu'Édouard ne reconnut pas immédiatement, mais qui lui semblaient étrangement familières. « Édouard, je veux d'abord que tu t'assoies confortablement et que tu te prépares mentalement et émotionnellement à ce que je vais te révéler. C'est une situation médicale et éthique extrêmement complexe, délicate et potentiellement explosive. Docteur, s'il vous plaît, allez droit au but. Je suis littéralement désespéré d'inquiétude et d'anxiété. Très bien. Premièrement, les analyses de sang ont définitivement confirmé mes soupçons médicaux initiaux. Louis et Mathieu ont exactement la même condition cardiaque congénitale rare que Pierre. C'est une anomalie génétique extrêmement rare qui affecte environ une naissance sur 100 000. Édouard respira momentanément soulagé, sentant une certaine tension quitter ses épaules. Alors, ce sont vraiment mes fils biologiques. L'examen ADN le confirmera scientifiquement, Édouard. Voici le problème dévastateur. L'ADN confirmera probablement qu'ils sont frères biologiques, mais il se peut qu'il ne confirme pas que tu sois leur père biologique direct. Comment ça? Je ne comprends rien. Le docteur Henri sortit un document ancien et jauni de la chemise avec une extrême prudence. Ceci est le rapport médical complet et détaillé de l'accouchement traumatique de Pascal, auquel j'ai pu accéder grâce à des contacts spéciaux et confidentiels à l'hôpital. Édouard, cette nuit terrible a été beaucoup plus compliquée et troublante que tu ne te souviens ou qu'on t'a fait croire. Expliquez mieux, s'il vous plaît. Pascal n'a pas eu de triplé naturel. Elle était enceinte naturellement seulement de Pierre. Mais pendant le travail d'accouchement prolongé et douloureux, une grave et inexplicable urgence médicale s'est produite. Elle a commencé à avoir des convulsions violentes et une hémorragie interne massive que les médecins ne pouvaient pas contrôler correctement. Édouard se pencha en avant, écoutant obsessivement chaque mot crucial. Les médecins expérimentés ont pratiqué une césarienne d'urgence pour sauver Pierre et tenté désespérément de sauver Pascal. Mais pendant la chirurgie, ils ont découvert quelque chose de complètement inattendu et scientifiquement troublant. Qu'ont-ils découvert exactement, docteur? Il y avait 2 autres enfants développés dans l'utérus de Pascal, mais ils n'étaient pas biologiquement les siens. Édouard resta paralysé. Comment ça, ils n'étaient pas les siens? Elle était visiblement enceinte pendant des mois. Édouard, cela paraîtra impossible et absurde, mais les preuves médicales sont irréfutables et scientifiquement documentées. Pascal a souffert de ce que nous, médecins, appelons la superfétation, une condition extrêmement rare dans laquelle une femme enceinte ovule à nouveau et retombe enceinte pendant la même gestation déjà existante. Est-ce vraiment possible? Oui, c'est possible, mais extraordinairement rare. Cela se produit lorsqu'une femme ovule pendant une grossesse déjà établie et a des relations sexuelles avec un autre homme ou par intervention artificielle. Édouard sentit le monde s'effondrer autour de lui. Vous êtes en train de me dire directement que Pascal m'a trompé avec un autre homme. Pas nécessairement une trahison volontaire. Il existe une autre possibilité encore plus troublante. Le docteur Henri sortit soigneusement des photographies médicales détaillées de la chemise. Ce sont des photos techniques de la procédure chirurgicale réalisée cette nuit-là. Les 2 enfants trouvés dans l'utérus de Pascal avaient environ 2 semaines de moins de développement fœtal que Pierre. Et qu'est-ce que cela signifie scientifiquement? Demanda Édouard. Cela signifie qu'ils ont été conçus exactement 2 semaines après Pierre. Mais Édouard, voici la partie la plus troublante et terrifiante. Ces enfants avaient des caractéristiques physiques et génétiques qui suggèrent fortement qu'ils n'ont pas été conçus de manière naturelle du tout. Comment ça, pas naturellement? Expliquez-le en détail, docteur. Il existe des preuves médicales irréfutables que ces enfants sont le résultat direct d'une insémination artificielle avancée ou d'une fertilisation in vitro clandestine. Quelqu'un avec une connaissance médicale spécialisée a implanté des embryons développés artificiellement dans l'utérus de Pascal, sans le savoir ni le consentement ni d'elle ni de toi.
Édouard se leva brusquement, marchant nerveusement dans le salon en état de choc complet et dévastateur. C'est une folie absolue. Qui ferait quelque chose d'aussi monstrueux et cruel? Édouard, c'est exactement la question qui m'a tenu éveillé toute la nuit. Qui avait un accès physique régulier à Pascal? Qui connaissait en détail sa condition médicale? Qui bénéficierait significativement d'une situation aussi complexe? Docteur, êtes-vous en train d'insinuer que quelqu'un de ma propre famille? J'affirme que quelqu'un avec des ressources considérables a orchestré délibérément et froidement toute cette situation. Et cette personne avait définitivement des ressources financières substantielles et un accès direct à une technologie médicale extrêmement avancée. Édouard s'arrêta brusquement et regarda fixement le médecin. Martine était toujours présente à l'hôpital, posant des questions médicales spécifiques et détaillées. Martine a pu être une pièce importante dans le schéma, mais définitivement pas l'esprit principal derrière tout. Elle n'avait tout simplement pas les ressources financières ni les connaissances techniques pour quelque chose d'aussi sophistiqué et complexe. Alors, qui exactement? Demanda Édouard. Le docteur. Henri hésita avant de répondre avec prudence. Édouard, j'ai besoin de te poser une question extrêmement difficile et délicate. Ta famille a toujours montré un intérêt obsessionnel à avoir plus d'héritiers directs. Mes parents ont toujours désespérément souhaité plus de petits-enfants. Mais, Édouard, et si quelqu'un d'influent de ta famille a décidé froidement de créer plus d'héritiers artificiellement par manipulation génétique, la suggestion était si absurde et troublante qu'Édouard dut se rasseoir, étourdi. Docteur, cela ressemble à quelque chose sorti d'un film de science-fiction impossible. Édouard, la technologie médicale pour cela existait parfaitement il y a 5 ans, et ta famille possède les ressources financières et les connexions médicales influentes pour réaliser exactement quelque chose comme ça. Mais pourquoi ferait-il quelque chose d'aussi drastique sans me dire absolument rien? Être parce qu'il savait parfaitement que tu n'accepterais jamais volontairement ou parce qu'il voulait avoir un contrôle total et absolu sur ses enfants créés artificiellement. Édouard passa ses mains dans ses cheveux nerveusement, essayant de traiter l'information qui défiait complètement sa compréhension de base de la réalité. Même si cela est vrai, ces enfants sont complètement innocents. Ils ont désespérément besoin de soins médicaux adéquats et d'amour inconditionnel. Je suis entièrement d'accord, mais, Édouard, il y a d'autres complications médicales graves. Si ces enfants ont vraiment été créés artificiellement en utilisant du matériel génétique manipulé de ta famille, ils peuvent avoir d'autres problèmes de santé sérieux. Encore non détectés lors des examens initiaux, j'ai besoin de faire des tests beaucoup plus détaillés et spécifiques. Quel genre de problèmes médicaux? Des problèmes neurologiques dégénératifs, des déficiences immunologiques graves ou même une espérance de vie significativement réduite. Les enfants créés par manipulation génétique expérimentale peuvent avoir des conséquences imprévisibles et dévastatrices à long terme. Édouard sentit une intense nausée monter dans son estomac. Vous êtes en train de me dire directement que Louis et Mathieu pourraient être gravement malades. Je dis que nous devons enquêter beaucoup plus profondément et rapidement. Et Édouard, il y a autre chose d'extrêmement important que tu dois savoir immédiatement. Quoi d'autre peut-il y avoir, docteur? Henri sortit le dernier document crucial de la chemise. Ceci est un rapport financier détaillé que j'ai pu obtenir grâce à des contacts confidentiels. Quelqu'un a payé exactement 300 000 € à une clinique de fertilisation clandestine, précisément pendant la grossesse de Pascal. 300 000 €. Édouard, ce n'était définitivement pas un accident ni une trahison émotionnelle. Ce fut un projet médical planifié méticuleusement et exécuté avec une précision chirurgicale absolue. Docteur, j'ai besoin de confronter ma famille immédiatement. Édouard, attends calmement. Avant de confronter qui que ce soit, nous devons avoir absolument toutes les preuves irréfutables. Et le plus important, nous devons garantir la sécurité physique des enfants. Sécurité. Pourquoi serait-il en danger réel? Si quelqu'un a investi 300 000 € pour créer artificiellement ses enfants, il pourrait vouloir désespérément récupérer son investissement. Récupérer comment exactement? Garde légale forcée, contrôle total de leur vie ou scénario encore pire. Édouard sentit une panique primitive s'emparer complètement de sa poitrine. Docteur, ces enfants ne sont pas des expériences scientifiques ni des investissements financiers. Ce sont mes fils bien-aimés. Édouard, au fond du cœur, ce sont définitivement tes fils, mais légalement. La situation peut être beaucoup plus compliquée et dangereuse que nous ne l'imaginons. Que dois-je faire exactement? Premièrement, nous ferons des tests génétiques complètement détaillés sur Louis et Mathieu. Deuxièmement,
nous enquêterons discrètement sur qui a financé ce projet sinistre. Troisièmement, nous préparerons une défense légale absolument solide. Et pendant ce temps, tu prends soin de ces enfants comme le père aimant qu'ils méritent, parce qu'indépendamment de la façon dont ils sont arrivés au monde, ils ont désespérément besoin d'amour et de protection inconditionnelle. Édouard regarda par la fenêtre vers la chambre, où ses 3 fils dormaient paisiblement. « Docteur, même en sachant tout cela, je ne pourrais pas aimer ces enfants plus que je ne les aime maintenant. Édouard, cela fait de toi un homme vraiment honorable. Mais prépare-toi mentalement parce que lorsque cette vérité éclatera complètement au grand jour, il y aura des personnes influentes qui tenteront d'utiliser cette situation contre toi. Quel genre de personnes? Des personnes qui croient que les enfants créés artificiellement ne méritent pas les mêmes droits légaux que ceux conçus naturellement. C'est complètement absurde et inhumain. Édouard, toi et moi savons que c'est absurde, mais la société n'est pas toujours rationnelle lorsqu'il s'agit de questions éthiques comme celle-ci. Édouard se leva et marcha vers la fenêtre, observant la pleine lune, éclairant le jardin où ses 3 fils avaient joué joyeusement quelques heures auparavant. « Docteur, Henri, indépendamment de la façon dont Louis et Mathieu sont arrivés au monde, ils sont maintenant mes fils et je me battrai jusqu'à la mort pour les protéger. Édouard, je t'aiderai en absolument tout ce qui est possible, mais tu dois comprendre que ce combat pourrait être plus difficile que tu ne l'imagines. Pourquoi exactement? Parce que si ma théorie est correcte, il y a des personnes extrêmement puissantes impliquées dans cette situation. Des personnes qui ne céderont pas facilement le contrôle qu'elles croient avoir sur ces enfants. Qui seraient ces personnes influentes? Le docteur Henri rangea soigneusement les documents dans la chemise et regarda directement Édouard dans les yeux. « Édouard, selon tout ce que j'ai découvert, je crois fermement que ta propre famille est au centre absolu de cette conspiration élaborée. Et demain, lorsque tu confronteras ta mère avec ces preuves dévastatrices, tu découvriras jusqu'où ils sont capables d'aller pour maintenir leurs secrets les plus sombres. » Les mots dévastateurs du docteur Henri résonnèrent dans le bureau silencieux comme une sentence de mort, laissant Édouard complètement paralysé et sans réaction émotionnelle immédiate. La révélation que sa propre et respectée famille pourrait être impliquée dans une conspiration aussi élaborée, sinistre et inhumaine pour manipuler génétiquement la création artificielle d'enfants défiait absolument tout ce qu'il avait cru fermement sur les personnes qu'il avait aimées, respectées et admirées pendant toute sa vie d'adulte. La trahison ne venait pas d'étrangers ni d'ennemis connus, mais des personnes les plus proches, en qui il avait placé une confiance absolue et un amour inconditionnel. Pendant la nuit d'insomnie et de torture qui suivit, Édouard resta rigidement assis dans son fauteuil en cuir italien, fixant la grande fenêtre, tout en traitant obsessivement l'information dévastatrice et incompréhensible qu'il avait reçue. Chaque fois qu'il fermait ses yeux épuisés, il voyait clairement le visage angélique de Louise et Mathieu dormant paisiblement, complètement inconscients et innocents, du fait que leurs propres existences pouvaient être le résultat direct d'une expérience scientifique cruelle et calculée, froidement orchestrée par des personnes qui auraient dû naturellement les protéger et les aimer inconditionnellement. L'idée troublante que ces enfants purs et innocents soient considérés comme des produits commerciaux, des investissements financiers ou des expériences scientifiques par quelqu'un de sa propre famille le remplissait d'une colère froide, calculatrice et implacable, qu'il n'avait jamais ressentie auparavant de toute son existence. C'était une fureur qui transcendait la rage ordinaire, se transformant en quelque chose de plus primitif et dangereux. À 5 heures du matin, lorsque les premiers rayons dorés du soleil commencèrent à éclairer l'horizon lointain, Édouard entendit les premiers sons mélodieux provenant de la chambre des enfants. Des rires discrets et cristallins, des conversations chuchotées et joyeuses, comme cela se produisait toujours magiquement lorsque les 3 se réveillaient naturellement. Il se leva silencieusement et marcha à pas prudents jusqu'à la porte entr'ouverte, observant une fois de plus la scène émouvante qui était devenue précieuse et sacrée dans sa routine quotidienne. Pierre était patiemment en train d'enseigner à Louis et Mathieu à faire des avions en papier de couleur avec des pages d'un magazine pour enfants, et les 3 se disputaient amicalement pour savoir lequel volerait le plus loin, travers la chambre spacieuse. La naturalité absolue avec laquelle ils interagissaient, la parfaite synchronisation de leurs mouvements et la joie sincère sur leur visage angélique contrastaient brutalement avec les révélations troublantes et terrifiantes de la nuit précédente. « Bonjour, mes chers enfants », dit Édouard en entrant tranquillement dans la chambre avec un sourire forcé mais affectueux, essayant désespérément de cacher la tempête émotionnelle dévastatrice, qui se déchaînait violemment à l'intérieur de lui, torturé. « Nous avons dormi bien et tranquillement, papa. Nous avons rêvé exactement la même chose à nouveau, dit Pierre avec un enthousiasme brillant dans ses yeux verts.
Nous avons tous les trois rêvé que nous étions sur une belle plage ensoleillée, jouant joyeusement dans le sable blanc avec une belle femme aux cheveux longs et soyeux, et elle nous chantait une chanson très jolie et mélancolique. Oui, compléta Louis avec une expression rêveuse, une chanson que nous semblions déjà connaître d'un endroit très lointain et spécial. Mathieu hocha la tête avec enthousiasme, ajoutant des détails spécifiques qui firent parcourir un frisson dans toute la colonne d'Édouard. La belle femme avait des yeux verts exactement comme les nôtres, et elle nous disait affectueusement qu'elle avait toujours pris soin de nous avec beaucoup d'amour, même lorsque nous ne le savions pas consciemment. Édouard reconnut immédiatement, sans le moindre doute, la description détaillée. C'était Pascal, telle qu'elle apparaissait souvent dans ses propres rêves nostalgiques pendant les premières années douloureuses après sa mort prématurée. La connexion spirituelle profonde et inexplicable entre les trois enfants et la mère qu'ils n'avaient jamais connue personnellement était quelque chose qui transcendait toute explication scientifique, médicale ou rationnelle connue, un phénomène qui défiait la logique et touchait au domaine du surnaturel. « Chers enfants, » dit Édouard, s'asseyant affectueusement sur le sol avec eux. « Aujourd'hui, nous allons avoir une journée très spéciale et importante. Nous allons rendre visite à grand-mère Hélène à nouveau et ensuite ferons-nous d'autres visites très importantes pour notre famille. Allons-nous rencontrer plus de membres intéressants de la famille ?» demanda Louis avec une curiosité sincère et des yeux brillants, pleins d'attente. Être que vous rencontrerez certains parents, et être que vous découvrirez des choses très importantes sur vous-même et sur notre famille, répondit Édouard. Rose apparut silencieusement à la porte, portant avec soin un plateau élégant avec le petit déjeuner, spécialement préparé avec amour et attention. « Bonjour, mes chers petits anges. Aujourd'hui, j'ai préparé des crêpes spéciales avec du miel, exactement comme vous les aimez le plus. » Pendant que les enfants déjeunaient joyeusement dans la salle à manger luxueuse, Édouard reçut un appel urgent de son avocat personnel, Maître Robert. « Édouard, j'ai des nouvelles extrêmement importantes sur l'enquête financière détaillée que tu as demandée. J'ai obtenu des documents très intéressants et révélateurs sur des transactions financières suspectes de ta famille au cours des 5 dernières années. »« Quel genre de transactions suspectes ?» demanda Édouard. « Des transferts substantiels irréguliers vers des cliniques médicales non enregistrées officiellement, des paiements significatifs à des laboratoires de génétique privés et clandestins et une quantité considérable déposée discrètement sur un compte offshore au nom de Martin Santos. » Édouard sentit son estomac se nouer douloureusement avec la confirmation de ses pires soupçons. « Robert, j'ai besoin urgemment que tu viennes chez moi aujourd'hui même. Nous avons beaucoup à discuter en détail. Édouard, il y a autre chose d'extrêmement important et troublant. Martin Santos a été retrouvée morte hier soir dans un hôtel bon marché et sale du centre-ville. Apparemment, c'était une overdose de drogue, mais il y a des circonstances suspectes. » La nouvelle frappa Édouard comme un éclair dévastateur. Martine était morte, emportant avec elle tous les secrets cruciaux sur ce qui s'était réellement passé avec Louis et Mathieu pendant les premières années formatrices de leur vie. « Robert, cela ne peut pas être une simple coïncidence. » « Édouard, je suis complètement d'accord. Quelqu'un de puissant ne voulait pas qu'elle parle. Nous devons agir très vite pour protéger ces enfants innocents. » Après avoir raccroché le téléphone avec des mains tremblantes, Édouard observa les 3 enfants jouant joyeusement dans le salon luxueux, complètement inconscients des dangers réels qui les entouraient comme des prédateurs invisibles. La mort opportune de Martine confirmait définitivement ses pires soupçons. Il y avait des personnes influentes prêtes à tout pour maintenir les secrets sombres sur l'origine artificielle de Louis et Mathieu. À 10 heures du matin, Édouard chargea soigneusement les 3 enfants dans la Mercedes et conduisit avec détermination jusqu'à l'imposant hôtel particulier de sa mère. Pendant le trajet silencieux à travers les rues animées de la ville, il prépara mentalement les questions difficiles et de confrontation qu'il devait poser. Cette fois, il n'accepterait pas d'évasion diplomatique, de demi-vérités opportunes ou de mensonges élaborés. Il avait désespérément besoin de la vérité complète et crue, peu importe à quel point elle était troublante, choquante ou dévastatrice, pour sa compréhension de la réalité. Madame Hélène l'attendait patiemment sur l'élégante terrasse, mais sa posture était visiblement différente et préoccupante. Elle semblait plus fragile physiquement, plus vieille et fatiguée, comme si elle avait vieilli de plusieurs années en une seule nuit tortueuse. En voyant la voiture s'approcher lentement, son expression se transforma en un mélange complexe de profonde culpabilité, de peur sincère et de résignation fataliste. « Grand-mère Hélène !» cria Pierre avec enthousiasme, courant l'embrasser dès qu'il sortit énergiquement de la voiture. Louis et Mathieu le suivirent immédiatement,
mais avec plus de prudence instinctive, percevant intuitivement que quelque chose de fondamental avait changé dans le comportement de l'ancienne respectée. « Bonjour, mes chers et précieux », dit Hélène d'une voix complètement étranglée par l'émotion, serrant les 3 enfants avec une intensité désespérée et presque suffocante. « Chaque jour, vous êtes plus beaux, plus intelligents et plus semblables les uns aux autres. » Édouard observa l'interaction avec une attention obsessive, remarquant comment sa mère tenait les enfants comme si c'était la dernière fois qu'elle les verrait de toute sa vie. « Mère, pouvons-nous parler seuls immédiatement, Rose? Vous pouvez rester prendre soin affectueusement des enfants dans le jardin. Édouard, avant tout, j'ai désespérément besoin de te demander pardon. Pardon sincère pour tout ce que nous avons fait, pour tous les mensonges élaborés, pour toute la souffrance inutile que nous avons causée. » Édouard sentit un mélange complexe de soulagement temporaire et de terreur croissante. Sa mère était enfin prête à tout confesser, mais la confession pourrait être beaucoup plus terrible et dévastatrice que ce qu'il n'aurait jamais imaginé, même dans ses pires cauchemars. Dans l'élégant bureau de l'hôtel particulier, Hélène s'assit lourdement dans son fauteuil préféré en velours, semblant soudainement beaucoup plus âgée que ses 65 ans bien vécus. « Édouard, assieds-toi confortablement. Ce que je vais te raconter détruira complètement tout ce que tu crois sur notre respectable famille. Mère, je sais déjà que vous avez été directement impliquée dans la création artificielle de Louis et Mathieu. Ce que j'ai désespérément besoin de savoir, c'est exactement pourquoi vous l'avez fait. » Hélène soupira profondément comme si elle rassemblait tout le courage possible pour révéler le secret le plus sombre et honteux de sa vie. « Édouard, lorsque Pascal est tombée enceinte naturellement de Pierre, nous avons découvert par des examens détaillés qu'elle avait une condition génétique rare qui pouvait se transmettre héréditairement à l'enfant. Quelles conditions spécifiques? Une prédisposition génétique à de graves problèmes cardiaques congénitaux. Les médecins spécialistes ont dit catégoriquement qu'il y avait 50% de chances que Pierre naisse avec des problèmes de santé sérieux et potentiellement fatals. Édouard se pencha intensément en avant, prêtant une attention obsessive à chaque mot crucial. Continuez avec tous les détails. Ton père et moi sommes devenus complètement désespérés et terrifiés. La lignée des Fournier s'était toujours caractérisée par une santé robuste et une longévité exceptionnelle. L'idée terrifiante d'avoir un héritier malade et fragile était complètement inacceptable pour nous. Alors, qu'avez-vous fait exactement? Nous avons contacté discrètement un scientifique renommé, le docteur Marc Moreau, spécialiste mondial de la manipulation génétique avancée. Il nous a proposé une solution expérimentale révolutionnaire. Quelle solution spécifique? Créer 2 enfants génétiquement modifiés et améliorés qui seraient parfaitement compatibles avec Pierre pour d'éventuelles transplantations d'organes, mais qui auraient aussi des versions génétiquement corrigées des gènes problématiques. Édouard sentit la nausée croître violemment dans son estomac. Vous avez créé Louis et Mathieu comme des pièces de rechange pour Pierre. Ce n'était pas si simple ni cruel, Édouard. Le docteur Moreau nous a assuré personnellement que les enfants seraient complètement sains et normaux, juste avec quelques améliorations génétiques significatives. Quel genre d'amélioration génétique? Une plus grande résistance naturelle aux maladies, une intelligence accrue, une longévité prolongée. C'était comme leur donner objectivement une vie meilleure. Et comment avez-vous implanté les embryons artificiels dans Pascal? Hélène hésita visiblement, luttant intensément avec la culpabilité écrasante. Pendant une consultation prénatale de routine, le docteur Moreau a légèrement manipulé Pascal et a implanté les embryons modifiés. Elle n'a jamais su ce qui s'était réellement passé. Vous avez violé criminellement le corps de ma femme sans son consentement, Édouard. Nous pensions sincèrement faire ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde. Pascal aurait plus d'enfants, et Pierre aurait des frères qui pourraient le sauver si nécessaire. Et quand elle est morte tragiquement à l'accouchement, ce fut une complication complètement imprévue. Le docteur Moreau a dit qu'il n'y avait aucun lien avec la procédure expérimentale. Et Martine, quel était exactement son rôle? Martine a accepté de s'occuper des 2 enfants en échange d'une somme considérable. Elle serait comme une mère de substitution jusqu'à ce qu'il soit nécessaire. Nécessaire. Pourquoi exactement? Pour sauver Pierre s'il développait des problèmes cardiaques, ou pour continuer la lignée familiale avec des gènes améliorés. Édouard se leva brusquement, marchant nerveusement dans le salon avec une colère croissante et incontrôlable. « Mère, vous avez transformé des enfants innocents en marchandises. Ce ne sont pas des produits ou des outils. Édouard, je sais que cela paraît terrible maintenant, mais à ce moment-là, nous pensions que nous pouvions jouer à Dieu avec des vies humaines. » Hélène se mit à pleurer abondamment. « Édouard, pardonne-moi pour tout.
Mais tu dois comprendre que nous l'avons fait par amour. Amour pour toi, amour pour Pierre, amour pour la famille, amour, mère. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'égoïsme pur et cruel. Édouard, il y a autre chose que tu dois savoir sur Louis et Mathieu. Quoi d'autre? Ils n'ont pas été créés seulement avec tes gènes. Le docteur Moreau a utilisé du matériel génétique de plusieurs sources pour créer des profils parfaits. Édouard s'arrêta de marcher, sentant le monde tourner violemment. De quelles autres sources? Des gènes d'individus avec une intelligence supérieure, des athlètes olympiques, des personnes avec une longévité exceptionnelle. Ils sont comme une compilation des meilleurs traits humains disponibles. Alors, ils ne sont même pas mes fils biologiques. Biologiquement, environ 60% de leurs gènes sont les tiens. Le reste a été sélectionné artificiellement. Édouard dut s'appuyer sur la table pour ne pas s'évanouir complètement. Où est ce docteur Moreau maintenant? Il est mort dans un accident de voiture il y a 2 ans. Et hier soir. Et Martine? Je sais pour Martine. Toutes les personnes qui savaient la vérité sont en train de disparaître opportunément. Édouard, ce n'était pas. Ce n'était pas quoi, mère? Ce n'était pas planifié. Il n'était pas opportun que les témoins disparaissent. Hélène resta silencieuse, son expression confirmant les pires soupçons d'Édouard. Mère, qui d'autre est au courant de cela? Seulement ta tante Caroline et moi. Ton père est mort en emportant le secret. Caroline était au courant. Elle a aidé à financer le projet. Oui, c'est elle qui a trouvé le docteur Moreau. Édouard sentit qu'il découvrait une conspiration familiale beaucoup plus profonde que ce qu'il imaginait. Où est Caroline maintenant? Elle est partie en Europe hier soir. Elle a dit qu'elle avait besoin de s'éloigner un moment. Fuir, veux-tu dire? Édouard regarda les enfants par la fenêtre, voyant Pierre enseigner à Louis et Mathieu à grimper au grand arbre du jardin. Mère, vous avez perdu le droit d'être la famille de ces enfants au moment où vous avez décidé de les créer comme des pièces d'un jeu. Les mots finaux d'Édouard résonnèrent dans le bureau comme une sentence définitive, coupant pour toujours les liens familiaux qui avaient été construits pendant des décennies. Hélène resta silencieuse pendant de longues minutes, absorbant la magnitude de la rupture que ses actions avaient causée. Le poids de la culpabilité semblait physique, courbant ses épaules et vieillissant encore plus son visage déjà marqué par le remords. Édouard s'approcha de la fenêtre et observa les 3 enfants dans le jardin, complètement étrangers à la conversation qui scellait leur destin. Pierre avait réussi à monter à l'arbre et aidait Louis à faire de même pendant que Mathieu les encourageait depuis le bas. La scène était d'une innocence pure, un contraste évident avec la complexité sinistre de leurs origines. « Hélène, » dit Édouard finalement d'une voix brisée, « je sais que je ne peux pas défaire ce que vous avez fait. Je sais que vous avez perdu le droit d'être la grand-mère de ces enfants, mais permettez-moi au moins de contribuer financièrement à leurs soins. De l'argent. » Édouard se retourna pour la regarder avec les yeux brillants de froideur. « Croyez-vous que l'argent peut compenser ce que vous avez fait? Je sais que non, mais au moins je peux m'assurer qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. Ils auront tout grâce à mon travail et à mon amour. Je ne veux pas un seul centime de cet argent utilisé pour financer cette aberration, » répliqua Édouard. Hélène baissa la tête, acceptant le refus. « Et s'il t'arrive quelque chose? » demanda-t-elle. « S'ils ont besoin de soins que tu ne peux pas leur fournir, ils auront Rose, qui les aime sincèrement. Ils auront le docteur, Henri, qui s'est engagé à prendre soin d'eux. Ils auront des personnes qui les voient comme des êtres humains, pas comme des expériences, » répondit Édouard. Hélène marcha vers un vieux tiroir où elle gardait des documents importants. « Édouard, y a-t-il autre chose que tu doives savoir ?» dit-elle en sortant une chemise scellée. « Voici tous les documents médicaux liés à la procédure, tout ce que le docteur Moreau a documenté, tous les examens, toutes les modifications spécifiques qui ont été faites. » Édouard prit la chemise avec réticence. « Pourquoi me donnez-vous cela maintenant? Parce que si quelque chose m'arrive, tu auras besoin de cette information. Les médecins qui les soigneront à l'avenir devront savoir exactement ce qui a été fait. » Édouard rangea la chemise sous son bras. « Y a-t-il autre chose que je doive savoir? » « Seulement une chose de plus. Caroline a laissé une lettre pour toi, » dit Hélène. Édouard lut rapidement en fronçant les sourcils. La lettre indiquait que Caroline fuyait définitivement en Europe et ne reviendrait jamais au pays. « Au moins, elle a eu la décence de disparaître, » murmura Édouard en froissant le papier. Il se dirigea vers la porte. « Je vais chercher les enfants. » Édouard. « Attends, » l'arrêta Hélène. « Puis-je au moins leur dire au revoir correctement ?» Édouard s'arrêta. Il réfléchit un instant puis pensa à tout ce qu'il avait découvert. « Non, mère, ils n'ont pas besoin de porter le poids de dire au revoir à quelqu'un qui les voyait comme des commodités. Pour eux, vous ne serez que la grand-mère qu'ils ont visitée quelquefois. Dans le jardin,
il trouva les 3 enfants jouant toujours joyeusement. « Les garçons, il est temps de rentrer », annonça-t-il en essayant de garder un ton léger. Pendant le trajet en voiture, Édouard écouta les voix des enfants sur la banquette arrière, sentant un amour immense et une détermination croissante dans sa poitrine. Indépendamment de la façon dont ils étaient arrivés au monde, ils étaient maintenant les siens. Ce même après-midi, le docteur Henri revint avec plus d'équipement, accompagné de maître Robert et d'une nouvelle assistante sociale. Après avoir examiné les enfants et conversé longuement avec eux, tous s'accordèrent à dire qu'ils étaient dans un environnement aimant et adéquat. Maître Robert entama le processus légal pour régulariser la situation des enfants, créant une documentation officielle qui les reconnaissait comme les fils adoptifs d'Édouard. Le processus prit quelques mois, mais fut conclu avec succès. Ce soir-là, Édouard réunit les 3 enfants dans le salon pour une conversation importante. Il leur raconta une version soigneusement éditée de la vérité. Ils étaient nés ensemble, mais des circonstances difficiles les avaient séparés lorsqu'ils étaient bébés, jusqu'à ce que le destin les réunisse ce jour spécial dans la rue. « Alors sommes-nous vraiment frères ?» demanda Louis. « Oui, vous êtes frères de sang, de cœur et d'âme, » répondit Édouard. « Et nous serons toujours ensemble ?» demanda Mathieu. « Pour toujours. Rien ni personne ne séparera plus jamais notre famille. » Dans les mois suivants, la vie établit une routine nouvelle et stable. Louis et Mathieu furent inscrits à l'école de Pierre, où ils se distinguèrent par leur intelligence exceptionnelle. Rose assuma officiellement le rôle de gardienne des 3 enfants. Le docteur Henri devint le pédiatre exclusif de la famille, surveillant attentivement la santé des enfants. 3 mois plus tard, maître Robert conclut toutes les procédures légales. Louise et Mathieu Fournier existaient officiellement avec des documents valides et tous les droits de fil biologique. L'entreprise d'Édouard prospéra pendant cette période comme si l'amour renouvelé avait énergisé tous les aspects de sa vie. Hélène tint sa promesse de rester à l'écart, n'envoyant que des cartes occasionnelles. Caroline resta en Europe, envoyant une lettre annuelle pleine de remords. 1 an plus tard, Édouard organisa une fête de réunion familiale, invitant seulement les personnes qui importaient vraiment. Pendant le dîner, il porta un toast. Cette fête célèbre non seulement notre première année ensemble, mais le fait que les familles se forment de manières inattendues et miraculeuses. Les années passèrent tranquillement. Les 3 enfants grandirent comme une unité inséparable, développant des personnalités uniques, mais maintenant un lien incassable. Pierre devint le leader naturel, Louis l'académicien brillant, et Mathieu l'artiste sensible. Édouard observait leur développement avec fierté, remarquant que les améliorations génétiques se manifestaient subtilement. Intelligence exceptionnelle, résistance aux maladies, maturité émotionnelle impressionnante, mais il décida que peu importait si c'était le résultat des modifications ou simplement de l'amour inconditionnel qu'il avait créé pour eux. À l'âge de 10 ans, Édouard se sentit finalement en sécurité pour parler de Pascal, montrant des photos et racontant des histoires sur la mer qui apparaissaient encore dans les rêves partagés des enfants. À 15 ans, ils étaient devenus des jeunes hommes exceptionnels. Pierre montra un intérêt pour la médecine. Louis se passionna pour la recherche scientifique et Mathieu émergea comme un artiste talentueux. Édouard les soutenait inconditionnellement, leur rappelant toujours que leur choix devait être motivé par la passion, non par les attentes concernant leurs capacités améliorées. Rose et le docteur Henri restèrent des figures centrales dans la famille, offrant amour et orientation constants. Édouard garda les documents médicaux originaux sous clé, les consultant rarement, acceptant que l'identité des fils transcendait leurs origines artificielles. À l'âge de 18 ans, Édouard leur offrit de leur montrer les documents complets. À sa surprise, les 3 déclinèrent unanimement. « Papa, » dit Pierre, « nous savons que nous avons été créés d'une manière spéciale, mais cela fait partie de l'histoire. Ce qui compte, c'est qui nous sommes maintenant et qui nous choisissons d'être. » Les années suivantes, les 3 suivirent des chemins distincts, mais parallèles. Pierre devint cardiologue pédiatrique. Louis obtint un doctorat en bioéthique, se concentrant sur la manipulation génétique, et Mathieu se transforma en un artiste reconnu. Tous se marièrent, formèrent des familles et maintinrent le lien unique de l'enfance. Édouard vieillit avec grâce, entouré d'une famille élargie qui comprenait ses 3 fils, leurs épouses et finalement 7 petits-enfants, Rose et le docteur. Henri restèrent avec la famille jusqu'à leurs derniers jours, aimés comme les piliers qu'ils étaient réellement. Quand Édouard eut 70 ans, les fils organisèrent une fête pour célébrer le 25 anniversaire des retrouvailles. Pendant la célébration, Pierre prononça un discours émouvant. « Papa, tu aurais pu continuer ta route ce jour-là,
mais tu as choisi de t'arrêter, d'écouter et d'aimer. Tu nous as appris que la famille ne concerne pas les gènes, mais le fait de choisir d'aimer et de construire quelque chose de beau ensemble. Édouard regarda sa famille réunie, 3 fils exceptionnels, leur famille et toutes les personnes qui avaient choisi de faire partie de cette histoire commune. Il pensa aux origines scientifiques qui étaient devenues non pertinentes face à la simple réalité qu'ils étaient des êtres humains complets, capables d'aimer et de trouver un sens à leur vie. L'histoire avait commencé par la manipulation et les mensonges, mais elle se terminait par l'amour et la famille. Cette nuit-là, Édouard dormit paisiblement, sachant qu'il avait rempli la promesse la plus importante de sa vie. Et pour la première fois depuis ce jour dans la rue, il ne rêva pas du passé, mais de l'avenir brillant que ses fils continueraient de construire ensemble. Avez-vous aimé l'histoire d'aujourd'hui? Alors abonnez-vous à la chaîne, laissez votre pouce bleu et commentez ci-dessous de quelle ville vous regardez cette vidéo.